En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, pour Macron, quelle réponse à la colère? Et en seconde partie, France Insoumise, le ressac? Pour en parler, l'invité spécial de Caroline Parmentier et de Martial Bild est un élu du Rassemblement national en PACA. Il est même le vice-président du groupe RN au Conseil régional. Il s'est opposé à de nombreuses reprises aux positions du maire de Nice, Christian Estrosi, notamment sur la question du financement des mosquées. Il est l'auteur du livre « L'imam Estrosi, demain à Nice, 20 mosquées ». C'est un militant de toujours. Je vous demande d'accueillir Philippe Vardon. Avec les politiques, Caroline, avec les politiques, il y a toujours le fan club qui va avec. Quel accueil! C'est vous qui l'avez invité? Ah non, pas seulement. Mais J'en connais c'est pas aucun. vous n'en connaissez aucun, et pourtant ils vous applaudissent. C'est plutôt bon signe. Ou alors c'est parce qu'ils ne me connaissent pas assez. Exactement, on va voir ça tout de suite. C'est sa famille, oui. Vous savez que ça va être la période de l'Avent, on va commencer très vite la période de l'Avent, qui va être d'ailleurs, tiens, ça va être aussi bientôt la Saint-Nicolas, dans la semaine de diffusion de Bistro Liberté. Un salut amical à tous nos amis de Lorraine, de l'Est, du Nord, ceux de Lyon aussi qui vont faire la fête des Lumières. À Lyon, ça sera le 8 décembre, et puis après, ça sera pour les uns le solstice, pour les autres la préparation de Noël autour de la crèche ou du sapin. Enfin, on aura l'occasion de reparler de ces traditions qu'il faut conserver. Et alors, la tradition, c'est qu'on m'a déjà fait un cadeau. Regardez un petit peu, je vous montrerai ça de plus près. Ce sont des boutons de manchette TVL qui ont été faites par notre partenaire Aquila, qui déjà nous donnait nos chemises. Merci à Christophe. Et je crois qu'on retrouve ces, non pas ceux de TVL, mais des beaux boutons de manchette sur le site lechicfrançais.fr. Voilà. Et rien pour les femmes. Et rien pour les femmes. Ceci doit y avoir sur le Chic Français des choses pour les femmes. Allez, une autre paire de manches, c'est la politique. Philippe Vardon, merci d'être venu ici à ce Bistro Liberté. Merci à vous. Je vous présenterai au fur et à mesure nos sociétaires et les nouvelles têtes de sociétaires. Bonsoir Constance. Bonsoir Martial. L'élection européenne, elle se déroulera tout juste dans 6 mois. Vous êtes porté par des bons sondages et pourtant on a le sentiment de ne pas vous trouver véritablement en ordre de bataille. Et je me suis dit, c'est parce que pour la première fois depuis 35 ans, depuis 1984, pour les européennes, il n'y aura pas un Le Pen à la tête du combat pour l'Europe des patries. C'est ça qui vous pose problème? Je crois que rien ne nous pose problème. Très objectivement, je préfère être à notre place qu'à celle de quiconque dans la vie politique française. Si on en croit tous les récents sondages, nous sommes aujourd'hui en tête des intentions de vote. Je sais ce que valent les sondages, nous ne nous emballons pas, mais enfin, néanmoins, c'est quand même un indicateur de la situation. Vaut mieux être aujourd'hui au Rassemblement national qu'au Parti socialiste, je pense qu'on sera tous d'accord. Qu'aux Républicains, on est d'accord aussi. Qu'à la France insoumise, je crois qu'on en reparlera, mais il me semble que ça va pas très bien. Et même qu'à En Marche, vu les difficultés actuelles. Donc nous sommes effectivement dans cette phase d'organisation des élections européennes. On est à 6 mois, il va falloir s'organiser un jour. Non, mais vous inquiétez pas. 29 mai prochain, vous inquiétez pas, tout va bien. Et nous avons aujourd'hui la chance d'être un mouvement mature, un mouvement qui est implanté sur tout le territoire. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est un mouvement des terroirs et des territoires, avec des élus locaux, un groupe au Parlement européen. On est représenté aujourd'hui dans toutes les collectivités, à tous les échelons politiques. Et c'est cet appareil qui est en train de se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille pour ces élections européennes. Il y a quand même une situation aujourd'hui qui est inédite.
pour ces élections européennes. On nous avait expliqué, vous en rappelez, pendant l'élection présidentielle, que si Marine venait à être élue, la France deviendrait une île. On serait tout seul. Plus personne voudrait nous parler. On rend compte de quoi? Finalement, aujourd'hui, c'est Macron qui est isolé. Hein. Il se retrouve, Merkel, on ne sait pas si elle le prend encore au téléphone. De toute façon, elle est déjà en pré-retraite. Juncker est sur le départ aussi, il est reparti pour faire la tournée des bars. Et il lui reste plus que le socialiste espagnol Sanchez. Voilà, c'est son dernier ami à Macron. Nous, dans le même temps, nos partenaires, nos alliés, ou ceux qui poussent dans la même direction que nous, et qui pourront demain au Parlement européen pousser en mêlée avec nous, remportent des victoires ou en tout cas des succès électoraux dans l'Europe entière. Je pense évidemment à l'Italie avec la Lega et Matteo Salvini, mais aussi à l'Autriche, aux résultats positifs qui sont rencontrés dans tout un certain nombre de pays, en République tchèque, aux Pays-Bas. Oui, oui. On voit aujourd'hui qu'en Espagne, on ne s'y attendait pas. Non, en Espagne, pas vous êtes en ordre de bataille, Philippe Vardon. Vous êtes en ordre de bataille. Vous aimez les armées, vous les militaires. Un ordre de bataille, ça veut dire qu'il y a un chef. Alors le chef pour les européennes, puisque vous êtes en ordre de bataille, le chef au Rassemblement National, c'est quand même pas mystérieux, c'est Marine Le Pen. D'accord, mais elle ne sera pas tête de liste aux européennes, elle l'a dit. Donc vous êtes en ordre de bataille, vous avez donc une tête de liste. Oui, nous aurons une tête de liste. Vous n'êtes pas en ordre de bataille. C'est une évidence. Non, mais vous n'êtes pas en ordre de bataille, puisque vous n'avez pas votre tête de liste. Vous savez qu'il en faut 89 avant le mois de mai. Oui, ne vous inquiétez pas, ça ira. On arrivera à les trouver dans notre millier d'élus, dans nos dizaines de milliers d'adhérents et avec la parité. Non, mais c'est pas qu'on ne trouve pas de tête de liste. Il y a au contraire plusieurs candidats à la tête de liste aujourd'hui. Il y a des noms qui circulaient. Alors allez-y. Non, mais c'est vous le journaliste Martial. Allez-y, c'est vous qui êtes en interne, c'est vous qui êtes dirigeant du Rassemblement National, c'est pas moi. La question... on dit Jordan Bardella, par exemple. Ça fait partie des noms qui ont circulé, oui. Ça vous plairait, Jordan Bardella? Mais ça fait partie, en tout cas, des hypothèses qui sont aujourd'hui sur la table, qui circulent. Et il est évident que Jordan Bardella a un certain nombre de qualités. Mais ça, je pense que vous en conviendrez aussi. D'ailleurs, vous l'aviez invité ici même. Donc c'est que vous devez penser qu'il a des choses à dire. Et lui, comme tant d'autres. Mais ça peut faire plaisir à Nicolas Bay, par exemple, que ce soit Jordan Bardella. Il est le patron des députés européens, et il voit un gamin de 23 ans. Nicolas Bay qui effectivement préside notre groupe au Parlement européen, a évidemment aussi une certaine légitimité, un certain nombre de qualités. Mais vous savez, il y a des gens qui pensent que ce type... faire un choix. Il y a des gens... Oui, mais ne vous inquiétez pas, on y arrivera. Vous savez, il y a des gens qui pensent que ce type de discussion, ça doit avoir lieu dans la presse en off, ou sur les plateaux de télé, ou dans les confidences de couloir avec les journalistes. Moi, je suis un petit peu plus discipliné que ça. J'ai un avis sur la question, mais je le ferai partager à nos instances, dans les discussions du Bureau national. Et je pense que nos cadres doivent débattre de cela, surtout dans nos instances, et pas forcément dans les médias. Voilà. Mais je vous rassure, nous aurons une tête de liste. Et puis surtout, ce qui importe là-dedans, c'est le projet. Parce que la difficulté, chez LR, la tête de liste, on ne sait pas qui c'est non plus. Mais la difficulté, c'est que chez eux, on ne sait pas non plus quel est le projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on va partir pour faire du centrisme européiste? Est-ce qu'on refait un petit peu de souverainisme? Ils ont l'air de s'en éloigner d'ailleurs. Je ne parlerai pas de la France insoumise de suite, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais alors là aussi, pour les européennes, ça m'a l'air extrêmement compliqué. Et puis, chez En Marche, on connaît notre projet. D'ailleurs, c'était la fameuse formule de Macron, parce que c'est notre projet. Et pour autant, on ne sait pas qui va le mener. On avait parlé de Cohn-Bendit. On a vu Juppé. Voilà, maintenant, on attend aussi de leur côté. Concrètement, Philippe, moi, je suis serein. Il y a quelque chose que vous pouvez faire sereinement, c'est de s'entendre, par exemple, avec Nicolas Dupont-Aignan. Il a été loyal et courageux, vous l'avez dit, lors du second tour de l'élection présidentielle. Il attendait peut-être un retour d'ascenseur. C'est-à-dire ? Et vous lui renvoyez la porte. Parce que vous, en politique, vous faites des choses pour avoir des retours d'ascenseur. Moi, c'est pas dans le courage et dans l'honnêteté, dans la loyauté. Mais personne ne nie aujourd'hui que Nicolas Dupont-Aignan, qui n'était pas forcément celui qu'on attendait le plus, il y en a qu'on attend encore, qui devait arriver dans l'entre-deux tours, on les a toujours pas vus. Il n'a pas manqué de courage. Il n'a pas manqué de loyauté, Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr, mais il l'a fait non pas pour, je pense, un retour d'ascenseur. Si Nicolas Dupont-Aignan l'a fait, c'est parce qu'il considérait que notre projet était le plus bénéfique à notre nation et à notre peuple, et parce qu'il était en accord avec ce que nous défendions. Bon, la question des européennes. Moi, je suis le premier à regretter que Nicolas Dupont-Aignan fasse cavalier seul. Voilà. Il a décidé que lui allait mener sa liste avec ses amis. Nous, on est dans une démarche qui est
excusez-moi, mais rigoureusement différentes. Déjà, nous sommes en tête des intentions de vote. Donc, notre objectif n'est pas juste d'avoir quelques députés à l'Assemblée, c'est louable. Mais nous, notre objectif, c'est réellement de porter au sein du prochain Parlement européen l'objectif de la refondation profonde de l'Union européenne pour aller vers le modèle d'une Europe le modèle d'une Europe des nations. Donc, si vous voulez, on ne peut pas se placer dans cette situation. Nicolas Dupont-Aignan nous dit venez tous derrière moi, je serai votre chef. C'est un petit peu compliqué. Donc, on peut le regretter. Après, écoutez, vous savez, la politique, c'est aussi ça. Ça empêchera sans doute pas, moi je le souhaite, je l'espère, que Nicolas Dupont-Aignan puisse travailler avec nous ensuite au Parlement européen et disons, s'associer à tout ce que portera notre groupe, que j'espère être un groupe majoritaire. Nicolas Gauthier, vous vouliez poser une question à Philippe Vardon. Je vous en laisse bien évidemment la possibilité pour Boulevard Voltaire. C'est très aimable à vous, cher Martial. Mais je suis comme ça ce soir. On parle beaucoup en ce moment, sous une certaine presse de droite, justement de cette fameuse union des droites, qu'on verrait se dessiner avec effectivement ce qu'a été la France bien élevée de la Manif pour tous, et une France peut-être moins bien élevée mais plus bruyante, qui serait celle des Gilets jaunes. La question que je voulais vous poser, c'est qu'y a-t-il de commun? C'est ce que dit le sociologue et le démographe Christophe Guilly, c'est qu'il peut y avoir des valeurs communes entre ces deux France, mais les intérêts de classe ne sont pas les mêmes. Sachant que l'ouvrier Le Penny sera peut-être toujours plus proche de l'ouvrier Le Penny que de son patron, qui fait partie d'une classe sociale qui, elle, est la gagnante de la mondialisation, au contraire de la France des Gilets jaunes. C'est évidemment, tout est toujours plus nuancé que ça. Je ne pense pas que tous les patrons soient les grands gagnants de la mondialisation, loin s'en faut. Hein. Tout le monde n'est pas Carlos Ghosn. Mais C'est ça, un gagnant de la mondialisation. Il n'a pas gagné la dernière manche, je vous l'accorde. Il faut nuancer. Le voyage au Japon, la prochaine fois, il faut éviter les sushis, c'était pas la bonne période. Il a peut-être touché 20 000, mais il est en prison. Oui, c'est ça. Voilà. Il est passé par la Gaspésie. Bon. Moi, je ne sais pas. Je veux vous dire sincèrement, je me méfie toujours des formules ou des mots qui piègent, parce que tout le monde les réinvestit différemment. Donc, union des droites, alliance des droites, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas avec qui forcément. Si l'idée, c'est de dire que tous ceux qui pensent que ce sont les nations qui doivent être au cœur du projet européen, tous ceux qui pensent que les peuples doivent avoir le droit à disposer d'eux-mêmes, mais aussi à demeurer eux-mêmes, doivent se parler, travailler ensemble, évidemment, je signerai immédiatement. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu parfois un mot valise qui peut éviter d'avoir à réfléchir de manière trop complexe. Et je crois, les intérêts de classe, ça existe. L'analyse sociale, l'analyse économique, ça existe et c'est réel et c'est vrai. Et ça explique parfois la vie des partis, la vie des syndicats, la vie des familles aussi, bien sûr. Pour autant, il y a aussi des choses qui transcendent tout ça. Je pense que, pour le dire assez simplement, l'attachement à la fois à l'indépendance et à la persistance de la France, c'est quelque chose qui transcende largement les classes. Et que peuvent se retrouver là-dedans à la fois l'ouvrier, tant qu'il en reste, et le petit patron. Tant qu'il très reste grand, aussi. il faut le voir. Oui, le petit patron, c'est pas... Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la situation italienne. Là, effectivement, la coalition gagnante, c'est pas une union des droites, ce sont deux populistes différents. Comme si en France, il y avait une union Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je l'attendais. Sauf que, honnêtement, entre les 5 étoiles et Jean-Luc Mélenchon, il y a d'énormes différences. C'est un peu une lecture un petit peu rapide. Les 5 étoiles. Simpliste. Non, jamais. Les 5 étoiles sont nées d'un espèce de phénomène bizarre autour d'un type qui était un Coluche type de local, spectacle, non un humoriste. Ouais, enfin un truc entre Coluche et Dieudonné, disons quoi. Oui. Un petit peu plus corrosif, un petit peu plus subversif, et avait des positions assez iconoclastes. Ils étaient, par exemple, Beppe Grillo, pour le nommer, qui est donc à l'origine des 5 étoiles, était pour la sortie de l'euro. Très défavorable à l'adoption du droit du sol en matière d'immigration. Donc tout ça est un petit peu plus compliqué, même si c'est vrai que Di Maio est une figure un petit peu plus social-démocrate que ce qu'il semble. Mais la question que vous posez est pertinente. Mais aujourd'hui, pour parler de la situation italienne que je connais bien, on n'est pas dans un gouvernement. On a en fait 2 gouvernements. On a la Lega qui gère ses affaires de son côté, et les 5 étoiles qui gèrent les leurs de leur côté. Ils essayent de ne pas s'opposer, mais c'est un petit peu on va comme ça que reparler ça se passe. de l'Italie. Je crois que Pierre Gentillet veut vous poser une question. Il veut rester très franco-français.
Enfin non, je veux qu'on parle d'Europe, mais bon, écoutez, c'est parfait, vous parlez d'Italie, c'est justement une question sur l'Italie et sur l'Europe que je vous faisais, Philippe Bardon. On voit que l'Europe est en train un petit peu de changer de dirigeant. Vous en connaissez un, vous êtes à Nice, vous êtes juste à côté de l'Italie. Matteo Salvini a clairement une politique qui n'est pas favorable à celle de Bruxelles. On voit qu'il y a un mouvement qui est en train d'émerger en Allemagne, assez contestataire avec l'AfD et puis tout ce qui se passe à Chemnitz. Il y a la Hongrie, il y a l'Autriche, etc. Bon. Si on arrive dans un scénario qui est peut-être de plus en plus probable d'explosion de la structure de l'Union européenne, est-ce que dans votre esprit, l'idée européenne doit être abandonnée? Et je précise mon propos. Vous êtes niçois. Nice a été longtemps, alors je ne sais pas si on va dire italien, attention, malheureux. Alors, laissez-moi terminer la question. J'arrive à Rennes, mais si on n'a qu'une heure et demie, ça va être dur pour vous refaire l'histoire de Nice. On embrasse. Ma question est très simple. Est-ce que vous pensez que, au-delà de la boutade, est-ce que vous pensez que si l'Union européenne disparaît, on peut maintenir ces coopérations, et est-ce que l'Union latine, dans votre esprit, ça a du sens? Oui. Surtout avec Salvini aujourd'hui. Sur l'union avec Salvini, ça a du sens, ça c'est sûr. Non, mais je comprends bien votre question. Je crois que d'abord, avant l'idée européenne, il y a l'Europe. Si vous voulez, c'est quand même le problème, c'est qu'on est face à une usurpation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous font croire que l'Europe a 60 ans. C'est-à-dire l'Europe est née du traité de Rome. Moi, je crois plus qu'elle est née de la Rome impériale. Elle a 30 000 ans. Je crois 30 000 ans ou 3 000, selon si on est lecteur de Vénère ou autre. Je crois que l'Europe, c'est, si vous voulez, davantage la démocratie athénienne que la technocratie bruxelloise. Oui, d'accord. Voilà. Je crois que l'Europe, c'est davantage les navires de la bataille de Lépante que ceux de SOS Méditerranée. Oui. Et donc, du coup, que c'est davantage Salvini ou Orban que Moscovici ou Juncker. Voilà. Donc, l'Europe, elle n'a pas attendu l'Union européenne. L'Union européenne, d'une certaine façon, a usurpé. Et d'ailleurs, en allant bien souvent contre les principes même de l'Europe. Parce que si... On va pas faire une émission sur l'Europe, mais le principe de la démocratie, les États-nations même, la liberté des peuples, etc., c'est des idées à nous, nées chez nous, nées en Europe et qui sont totalement bafouées aujourd'hui par l'Union européenne, qui est vraiment alors, l'incarnation du fameux monstre froid. Alors là, on est au bout du bout du bout. Mais évidemment que l'Europe continuera, même si l'Union européenne venait à s'effondrer ou disons à être tellement modifiée qu'on l'appelle plus comme ça, etc. Donc moi, ça me semble une évidence. L'Europe, c'est un continent, déjà, c'est une réalité historique, c'est une réalité culturelle, une réalité spirituelle. Et donc, c'est nécessaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un peu comme, quelque part, comme l'État. C'est-à-dire, il est partout où on n'aurait pas besoin de lui, et quand on en a besoin, il n'est jamais là. Voilà. Et l'Union européenne, c'est un peu ça. Là, on aurait besoin de coopération. Évidemment, la protection des frontières extérieures. C'est l'arnaque de départ. Ça vaut pour le marché économique comme pour la question migratoire. On nous explique qu'on va tous se mettre ensemble et puis on va abattre tous les murs, mais attention, à l'extérieur, on va faire une forteresse, ça sera impayable. C'est la promesse de Schengen, c'est la promesse du marché commun, devenu marché uni. Et en réalité, quoi ? On n'est pas protégé à l'extérieur, donc on n'a plus aucune protection. Donc on nous a expliqué, on va mettre un grillage autour du lotissement, vous pourrez laisser votre porte ouverte, et là finalement on n'a pas mis le grillage, on nous a carrément enlevé la porte. C'est ça la réalité. Non mais c'est ça la réalité qu'on vit aujourd'hui. Et donc il est évidemment nécessaire de repartir totalement sur notre base. Mais oui, il faut une Europe des coopérations, des libres coopérations. D'ailleurs, l'Europe qui a fonctionné, je veux dire... C'est un peu les exemples tarte à la crème, mais c'est bien réel. Airbus, Ariane et même Erasmus. D'ailleurs, Erasmus aujourd'hui, parce qu'on veut séduire les jeunes et leur expliquer, Erasmus, à la base, c'est une coopération intergouvernementale. C'est pas un projet de l'Union européenne. L'Union européenne l'a récupéré ensuite. Donc, il y a évidemment la possibilité d'avoir des coopérations et puis des protections communes et d'être présent sur les grands défis, la souveraineté numérique, l'environnement. Il y a encore plein de questions. Oui. Je reste encore. Regardez, Constance Brazel, qui est rédactrice en chef de la revue Liberté Politique, avec notre ami François Billot de Lochner. Merci d'être là. Vous avez des questions à poser à notre invité et allez-y.
Alors oui, Philippe, pardon, on parlait, vous êtes aux portes de l'Italie, Pierre mentionnait effectivement le regard que vous pouvez avoir sur Salvini. Alors, si vous deviez donner un conseil à Marine Le Pen en termes stratégiques, en s'inspirant de la stratégie de Salvini, concrètement, vous lui diriez quoi ? Que vous avez rencontré, on voit les images, il y a plus de 10 ans. Hein. Oui, vous n'avez pas repassé la photo, j'espère. Si, on a retrouvé ça dans nos archives. On a retrouvé ça dans vos archives. C'est pas très gentil. Alors lui, il avait encore la boucle d'oreille et moi, j'avais encore des cheveux, donc c'était il y a 11 ans. Bon. Il a gardé les cheveux, vous auriez dû mettre la boucle d'oreille. Oui, je suis pas certain de ce choix, mais je vais y songer. Je crois que c'est un peu compliqué, parce que tout d'abord, c'est aussi Marine qui a donné un certain nombre de conseils à Matteo Salvini. Donc en gros, Matteo Salvini a gagné grâce à Marine Le Pen. Non, mais tout n'est pas évidemment pas si simple, mais il y a eu une vraie proximité. Il a fait des choix très courageux. Il faut penser que quand il a repris la Ligue en 2013, elle était à 4%. Aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, ils sont à 36,5%. Après avoir été élu en avril dernier, à 17%. Vous voyez, 4% en 2013, 17% en avril, et aujourd'hui 36,5%. Je crois que la leçon principale, c'est l'audace. L'audace, tout d'abord, d'aller travailler effectivement avec le Front National à l'époque, puis le Rassemblement National. Ce n'était pas le cas avant. Et cette union, elle est née à partir de 2013, des européennes de 2014. Ça, c'est à l'étranger, mais à l'intérieur. Non, mais ça a participé, parce qu'à l'époque, la Lega avait même fait des tracts quand Salvini disait « Votez pour moi », c'est voter pour elle, avec la photo de Marine. Donc c'est une audace globale de la part de Salvini. Moi, je te reconnais, je le connais effectivement un petit peu, je suis impressionné. Je suis impressionné parce qu'on pense souvent que l'exercice du pouvoir, ça vous écrase, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus rien faire, etc. Bah lui, il fait. Et moi, j'ai le sentiment, moi j'aime la politique, et j'ai le sentiment que ce gouvernement italien, et d'ailleurs même les 5 étoiles, je ne suis pas d'accord avec tout, mais sont en train de réhabiliter le principe même de la politique, la volonté, le courage, la capacité à dire non. Voilà. Oui, là... Non, il n'y a plus. Excusez-moi, non, il n'y a plus de bateaux qui arrivent. Non, c'est fini. Ah ben non, c'est terminé. Non, mais dans la pratique du pouvoir, on est d'accord. Non, on ne se plie pas. Excusez-moi. Moi, je vous parle de la conquête. On ne se plie pas. Non, on ne se plie pas aux exigences de Bruxelles. Ah ben oui, mais vous pouvez pas. Ben non. Non, on ne fait pas, parce qu'on est l'Italie, parce que le peuple nous a choisis pour cela, et donc on ne se pliera pas. Je crois que la leçon principale, et j'en reviens à votre réponse, c'est celle-ci, c'est l'audace, c'est la volonté, c'est l'affirmation comme ça, sans embâge. Il n'y a pas... Matteo Salvini, il a fait campagne de manière très audacieuse, beaucoup de terrain, beaucoup de proximité. Vous nous avez expliqué tout à l'heure... L'union des droites, moi je ne sais pas trop ce que c'est. En fait, c'est un mot valise, on met un peu ce qu'on veut dedans, etc. Mais Matteo Salvini, il a eu des périodes d'union, justement. Et ça vous inspire quoi, vous constaterez que ce n'est pas forcément ça qui l'a amené au pouvoir cette fois-ci. La réalité, si on veut aller... Il y a des étapes. Si on veut aller... Oui, mais ce n'est pas la première fois que la Lega gouverne, vous avez raison. La Lega a gouverné dans des gouvernements de Berlusconi. Sauf que là, ce qui s'est passé, de manière très inattendue et très heureuse, c'est que la Lega a bouffé tout le monde. Mais justement aussi au titre de cette audace. En fait, si vous voulez, si je prends cette terminologie, Matteo Salvini, il a fait l'union des droites, mais au sein de la Lega. C'est-à-dire qu'il a récupéré tous les électeurs qui avaient la volonté, effectivement, de défendre l'identité, la sécurité, la prospérité, la liberté ou les libertés, pour vous faire plaisir, qui se reconnaissaient là-dedans, et il les a rassemblés. Mais une partie de ses anciens partenaires le critiquent beaucoup aujourd'hui pour l'audace qu'il a eue, car ça a été audacieux, et je pense qu'il a eu raison. Il a eu un comportement responsable en allant au gouvernement avec les 5 étoiles. C'était franchement pas le plus facile. Moi, je crois que ça demande beaucoup de courage aussi de se mettre à la table, de passer des nuits à dire ça. Non, nous on voudra pas. Oui, mais ça, ce courage-là, il s'est préparé par les étapes intermédiaires. L'autre question. Non. Après, chacun son tour. Vous avez une autre question, Constance? Alors, j'ai une autre question. Oui, alors là, je vais m'élever un petit peu plus sur plus de principes. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait des grands parallèles, la Rome impériale. Vous préférez la Rome impériale au traité de Rome. Je vous confirme. Je suis d'accord. Homer et pas Juncker. Bon, là, Homer je suis d'accord aussi. C'est Vous dites, j'ai trouvé au gré de vos communications des références à Aristote, à Marc Aurèle, à saint Thomas d'Aquin. C'est quand je veux avoir l'air intelligent. Voilà. Parce que c'est vrai que spontanément, on n'associe pas forcément saint Thomas d'Aquin à Philippe Bardon, mais concrètement... Là, ça, c'est quand vous voulez être désagréable. Voilà, exactement. Politique, non mais c'est... moi j'adore, c'est pas la question. Politiquement, pour vous, ça veut dire quoi tous ces mots, justement tous ces mots. C'est évidemment des références, c'est pas... Moi, j'aime pas
le snobisme intellectuel, c'est évidemment des références qui sont incontournables dans un parcours. Je prétends pas être aussi sage que Marc Aurèle, je prétends à ce que parfois ça puisse m'assagir, voilà. Et à ce que la lecture de Marc Aurèle, je m'y remets à peu près tous les 5 ans, et à chaque fois je me rends compte que j'avais pas compris. Voilà. Ça fait partie effectivement de ces lectures qu'on lit différemment quand on est un jeune militant, un jeune activiste, quand on entre dans une vie plus active et puis quand on a des responsabilités comme les miennes aujourd'hui en tant qu'élu, en tant que responsable de mouvement. Et ce sont des jalons, ça ne se traduit pas dans le programme politique, dans le projet, dans les 144 mesures de la présidentielle. Quand les philosophes essayent de faire de la politique, généralement ça se termine assez mal, on est d'accord. Ça ne réussit pas toujours, surtout cela, ça leur a pas tous réussi. Mais pour autant, je crois qu'il faut essayer de se ressourcer un peu, d'avoir des références. Vous disiez Homère et pas Juncker. Oui, pour moi, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, c'est des livres de référence fondamentaux. Dans les 144 mesures du projet présidentiel de Marine, vous n'allez peut-être pas pouvoir trouver la trace exacte de l'Iliade et de l'Odyssée. Et pourtant, je crois qu'il faut avoir quelque chose qui nous soutient et qui nous donne un peu la force pour parfois, parce que c'est pas toujours facile, la politique. Moi, je pleurniche pas, on est au centenaire de l'armistice, donc on a quelques-uns qui ont plus souffert que nous, mais la politique, c'est pas toujours facile, et à un moment, pour se ressourcer, pour repartir au combat, il faut avoir des choses un petit peu plus profondes qu'une mesure, un petit peu plus profonde que l'expulsion de ça, ou la baisse de tel impôt, ou l'augmentation de celui-ci, qui fait qu'on se lève et qu'on se bat. Nicolas Gauthier, qui veut vous poser une question, je pense un peu en référence à votre passé rebelle de Nice, et sur la question de l'identité. Oui, la question identitaire est quand même de façon ouverte ou moins ouverte, quand même au cœur de nombreux débats aujourd'hui. Mais je voulais savoir comment est-ce que vous la définissiez, ou essayez au moins de la définir. Est-ce que être français, est-ce qu'on est français par l'ethnie, par la langue, la religion, il y a la culture, il y a l'histoire, mais il y a aussi la province, l'identité, ça peut être aussi le village, le club de foot. Est-ce qu'il y a une identité unique ou est-ce que cette identité est faite elle-même d'identités multiples ? Vous avez parfaitement raison. L'identité, c'est un petit peu les poupées russes. Et il y a plein de choses qui nous définissent. Je peux me définir en disant que je suis un homme. Dans certains contextes, ce qui me définit le plus, c'est que je suis un homme. Dans d'autres, ce qui me définit le plus, c'est que je suis un élu. Dans d'autres, ce qui me définit le plus, c'est que je suis un niçois. Enfin, ça, c'est en général, c'est permanent. Ça. Mais évidemment, ce sont des poupées russes. Et je dirais, moi, je vois toujours les choses un petit peu par cercle. C'est un peu le fameux faisceau d'indices. C'est ce qui me reste de mes années de droit. Hein. Le faisceau d'indices. L'identité, c'est un faisceau d'indices. Et c'est ce qui va faire la proximité ou l'éloignement. C'est pas une raison unique. C'est pas que la langue, c'est pas que la spiritualité ou la religion, c'est pas que l'origine géographique. Mais ce faisceau va faire qu'on se ressemble plus ou moins et quelque part qu'on se rassemble plus ou moins. Et cette proximité va nous définir les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, pourquoi la question de l'identité, elle est effectivement, vous le disiez, centrale. Et on en reparlera quand on parlera tout à l'heure de la France insoumise. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une question qui traverse toutes les forces politiques. Elle est centrale parce qu'il y a la confrontation avec l'autre. Tant qu'on est entre nous, comme on dirait en Irlande. Ne se pose pas, tant qu'on est entre nous, tout va bien. À un moment, si les Grecs se découvrent grecs, il faut qu'il y ait les Perses qui débarquent. Parce que sinon, ils continuent à se mettre des coups ensemble. Et d'un coup, on se retrouve aux Thermopyles et par la suite, etc., à faire front ensemble contre celui qui est encore plus différent. C'est l'autre avec le grand A qui fait qu'on découvre le nous avec le grand N. De la même façon, on parlait tout à l'heure d'Europe, la première fois où on parle d'Européens, c'est pour définir les chevaliers rassemblés à la bataille de Poitiers. Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises sur cet historien, il me semble que c'est Isidore de Séville, qui parle d'Européens pour définir les chevaliers qui sont à la bataille de Poitiers, qui sont les chevaliers chrétiens et qui nous défendent. C'est quand même assez intéressant là aussi. Et effectivement, c'est la confrontation à l'altérité qui fait qu'on s'interroge. Moi, si à un moment pourquoi je me suis découvert niçois ? Moi, je suis du côté de ma mère d'une famille de rapatriés d'Algérie, de pieds noirs, comme on dit chez nous, et du côté de mon père d'une vieille famille niçoise, en effet. Mais j'ai grandi en cité après la séparation de mes parents, et j'ai découvert ce que c'était d'être une minorité. Et c'est là que je me suis posé toutes ces questions. Quand à un moment, je me suis dit, mais enfin, je suis normalement, si j'ai bien compris, c'est grosso modo chez moi. Enfin, en tout cas, c'était aussi chez mes ancêtres.
j'ai pas le sentiment que c'est ce que je ressente aujourd'hui. Je suis dans un immeuble où je me sens effectivement plutôt minoritaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions qui ont mené à un engagement politique, mais aussi à une forme de... On parle souvent de l'image de la reconquista, la reconquête. Moi, je pense qu'il y a aussi une forme, et on est tous un peu tributaires de ça, de reconquête intérieure. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est qu'à un moment, c'est en m'interrogeant que j'ai redécouvert aussi ce qu'était l'identité niçoise de ma famille. Et je continue toujours de le découvrir et de le transmettre à mes enfants. Mais c'est ça qui nous permet de nous poser cette question qui est effectivement essentielle. C'est qui suis-je, hein? Caroline. Oui. C'est-à-dire que vous cédez entièrement la parole. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes l'auteur de l'imam Estrosi, vous avez dénoncé le clientélisme religieux des élus de la PACA. Où en est-on du communautarisme islamiste en France depuis Emmanuel Macron? Emmanuel Macron. Je croyais que vous alliez me lancer sur Estrosi. Mais je vous en prie. Normalement, c'est toujours super populaire, c'est le seul type dont je dis le nom, en toutes circonstances, il est hué, c'est quand même incroyable. Alors, on reprend. Avec Macron, vous ça êtes marche l'auteur très bien. de Avec l'imam Macron, ça marche aussi. Bon, j'ai fait le dette. Non, mais évidemment, enfin... je vais vous répondre sur Macron, et puis si vous voulez, on reparlera de Christian. Cri-cri. Le communautarisme, c'est la vision de la société d'Emmanuel Macron. Il pense comme ça. Et c'était assez clair dans son projet présidentiel. Hein. Il a cette vision-là de la société. Ils sont actuellement, vous avez vu, il dissémine comme ça les petits éléments de langage pour nous expliquer qu'il faut que la religion rattrape son retard. C'est un concept. C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait, ici, à un moment, c'était un terrain vague. Et puis on arrive, et puis attends, faut que tu rattrapes ton retard, les uns les autres comme ça. Et donc il faudrait, vous avez suivi tout ça, adapter la loi de 1905 pour permettre qu'on érige davantage de mosquées, pour le dire assez simplement. Mais honnêtement, hein, il s'ennuie pour rien, parce que les élus locaux, c'est vrai, y arrivent déjà très bien. Et Christian Estrosi, il arrive très très bien. Lui, il a décidé, alors pour l'instant il n'a pas encore réussi à en construire une, il donne des locaux municipaux aux mosquées. Et c'est ainsi qu'à Nice, il a installé dans 2 locaux municipaux des mosquées de l'Union des organisations islamiques de France, c'est-à-dire les frères musulmans. Et moi, j'ai même eu... Je ne sais pas si c'est pour l'UOIF ou pour Estrosi, ça peut faire double emploi. J'ai eu l'occasion moi, de le faire condamner pour une de ces mosquées, donc installée dans des locaux municipaux, parce qu'il avait, c'est quand même assez cocasse, il leur louait à 350 €. Et en fait, on avait fait évaluer le loyer à 1 500 €. Vous voyez, c'est en plein centre de Nice, hein, c'est quand même un petit peu cher. Et donc, je l'ai fait condamner, j'ai fait condamner la municipalité, pour être précis, pour atteinte au principe de laïcité et subvention déguisée. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est d'ailleurs parce que, après tout le débat politique, je peux venir ici et vous dire ah, Estrosi, c'est terrible, il aide le communautarisme, etc. Mais ça, c'est une décision de justice. Ils n'ont pas fait appel. Ils n'ont pas fait appel. Il a aussi subventionné au conseil municipal les jeunes musulmans de France. C'est l'association de jeunesse de l'UOIF. Ouais, c'est le FNJ de l'UOIF. Et les a subventionnés au conseil municipal, en toute souplesse. Vous avez aussi une vidéo que vous pouvez retrouver où il visite la grande mosquée de l'Ariane. Parce que le débat, c'est toujours de dire il n'y a pas de grande mosquée à Nice. Il y en a une où il y a 800 places. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et à l'époque, c'est vrai, quand j'avais sorti ce livre au titre romantique, l'imam Estrosi, j'avais sous-titré Demain à Nice, 20 mosquées. Et ben maintenant, c'est Demain à Nice, 21 mosquées. Parce que, entre-temps, ça a continué. J'avais sorti ça en 2014. Et sa dernière, c'est qu'il a octroyé un terrain municipal de 3000 m² dans la plaine du Var pour y construire une nouvelle grande mosquée UOIF. Donc ça y est, on l'aura, la mosquée cathédrale, etc. Ça va mettre quelques temps. Vous savez, avant, dans la plaine du Var, il poussait des tomates. Voilà, Estrosi lui a fait pousser plein de béton, plein d'immeubles, et puis maintenant, une mosquée. Pierre Gentil, votre dernière question, franco-française celle-là. Ok, alors très très courte. On change complètement. Politique fiction. On est en 2022. Vous avez une candidate pour le Front National qui se trouve être... Ils n'ont déjà pas en Rassemblement 2019. National, qui se trouve être Marine Le Pen, et admettez que Marion Maréchal se présente à la présidence de la République. Qu'est-ce que vous feriez et qui est-ce que vous soutiendriez? Alors, c'est-à-dire que les deux seraient candidats. Exactement. À néfaste. Oui, c'est... Alors Martial, tout à l'heure, se plaignait qu'on n'ait plus de Le Pen à la tête des listes du Rassemblement National. Là, donc c'est... Honnêtement, enfin, je veux bien aller au bout de la fiction, mais ça me semble assez compliqué. Pour bien connaître les deux, les connaître politiquement, mais avoir aussi appris à les connaître
Personnellement, humainement. Je ne crois pas que la question se posera. Je crois que d'ailleurs, celle qui a le mieux répondu, c'est Marion. Donc vous voulez pas y répondre, Qu'elle en fait. dit récemment qu'elle irait pas. Non, on peut toujours faire des raisonnements par l'absurde au bout du bout. ouais, Et pourquoi si pas. Jean-Marie Le Pen était candidat, Eh bah tiens. quel serait le choix entre les trois on peut pousser le raisonnement au bout. Bon. Il en est capable, il en est capable. Il y a de la ressource, hein. Il a de la ressource. Non, je n'en doute pas. Non, ouais. Quel talent. Ce sont évidemment dans les deux cas, des femmes que j'apprécie politiquement et humainement, qui ont un certain nombre de qualités qui ne sont pas toujours les mêmes, c'est vrai, mais qui, je crois, toutes les deux, jouent un rôle très important dans notre pays. Donc, si vous voulez, le scénario ne se présente pas, et je crois sincèrement, même si l'hypothèse d'école peut être sympa sur un plateau, je crois que ça ne se présentera pas comme ça. Voilà. Caroline. Oui, on va... Le mouvement des Gilets jaunes, justement, sonne l'échec du gouvernement, on est d'accord, des syndicats, des médias et des partis politiques. De tous les partis politiques, du Rassemblement national aussi. Vous, les partis, vous êtes restés à la masse d'un mouvement majoritairement abstentionniste, qui vous a majestueusement snobé, quand même, on peut dire. Les images de ces bons bourgeois, de Philippot, de Wauquiez et consorts, grimés en petits gars de la campagne, à côté de gens dont ils ne connaissent absolument rien, étaient parfois assez comiques. D'ailleurs, il leur manquait juste une gitane au coin du bec. Est-ce que la révolution se fait sans vous, Philippe Vardon ? Le rebelle. Alors, sans moi, honnêtement, Pas ça sans m'étonnerait. Alors, c'est que j'ai pas vu arriver. Bon. C'est vrai qu'on vous a pas vu. C'est vrai qu'on vous a pas vu. Votre propos est raison un peu que- excessif. Mais non, on vous a pas vu avec les Gilets jaunes. Mais qui on n'a pas vu? Madame Le Pen, c'est votre présidente. Oui, mais d'accord. C'était On avait pas déjà eu, exactement le sens de- on avait déjà eu ça au moment Non, de la non. manif pour tous. Alors sauf qu'aujourd'hui, au moment de la manif pour tous, des gens très bien intentionnés disaient Marine Le Pen ne va pas défiler, c'est donc qu'elle n'est pas claire sur le sujet. Non, Excusez-moi, on est en c'était 2018. pas- alors, excusez-moi, oui. on est en 2018, c'est la seule qui est encore pour l'abrogation Oui, de la absolument, loi Taubira. absolument. Tous les autres On l'a qui souvent étaient dit ici. en première ligne des défilés. C'était pas le ils sont sens de revenus. ma question. Je sais parfaitement qu'on a vu Jean-Lin Lacapelle avec un gilet jaune, qu'on a vu... Et plein d'autres. Et plein d'autres, et plein d'autres. Ma question, c'était pas ça. C'était pourquoi eux vous snobent et ne crient pas comme le cri du cœur, mais bien sûr, c'est le Rassemblement national. Parce que c'est un mouvement qui, évidemment, est divers. Mais bien sûr. Ils sont c'est pas- surtout abstentionnistes. Ils sont dégoûtés dégoûtés des partis politiques. Non, mais enfin, honnêtement, si on parlait franchement, Alors, si on deuxième- faisait une élection sur un péage où sont les Gilets jaunes, à mon avis, on est élu au premier tour. Voilà. Alors, bon, Alors, suite de ma question, je- est-ce que vous récupérerez dans les urnes la colère Non, jaune? mais la question, c'est pas de la récupérer, c'est aussi d'apporter, pour ce qui est de notre rôle, des réponses politiques à tout ça. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Macron qui les apporte. Enfin, moi, je l'ai écouté, je me suis dit, en une heure, j'ai écouté l'heure entière, autant de mots pour dire si peu de choses, c'est quand même incroyable. Il y a deux formules que j'ai bien aimées. Une formule qui était de Nicolas B. Il a dit c'est un président hors sol qui répond hors sujet. C'est pas mal. Et Marine qui a dit il n'écoute personne si ce n'est lui-même. Et c'est vrai, et c'est vraiment ça. Non, mais c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Macron, c'était le candidat des ballons roses. Des meetings joyeux, des meetings heureux, là, avec Castaner qui sautille, tout ça. C'était le candidat de la win, c'était le loup de Wall Street, le candidat de la win économique. La Startup Il arrivait, il Nation, disait mais Martial, vous voulez une Twingo, vous aurez 2 Twingo. Il disait mais Caroline, vous voulez le iPhone 9, vous aurez le iPhone 10. Et là, tout le monde, ouais. Bon, c'était ça. Absolument. C'était ça, Macron. Et d'un coup, quelqu'un a éteint la lumière. Et au sens, oui, vous savez, c'est au sens, ils ont éteint la lumière, Ouais. au sens propre. On C'est a vu Benalla cette qui vidéo- faisait l'éclairage. Cette vidéo à l'Élysée, il n'y avait plus d'encre non plus dans l'imprimante, c'était griffonné à la main, le rasoir, c'était catastrophique. Tout s'effondre. Ce type a tout gagné. Il a tout gagné jusque-là et tout s'effondre. Le chômage, le pouvoir d'achat, etc. Il répond par quoi? C'est l'arrogance, le mépris, le mensonge, parce que c'était le mensonge qui a été déroulé le week-end dernier, c'est l'arnaque écologique. Fake news. Parce que ce qui nous amène sur le terrain écologique, en plus, si on veut bien essayer d'écouter, et franchement, il faut s'accrocher, mais c'est bidon. Il est bidon sur le terrain écologique, parce que tout misé sur la voiture électrique, qui demande qu'on remue les On va terres reparler rares. des Alors, Gilets voilà, jaunes. On va n'anticipons reparler- pas. on va reparler des Gilets Je- jaunes. Vous voilà. allez pouvoir reparler de Ne Macron. mordons pas sur le sujet suivant, qui est le premier reviens. débat Vous allez politique. revenir en deuxième semaine. Alors, je sens que les sociétaires vont encore tous passer pour des alcoolos. Alors, Martial Bild contre la hausse des taxes sur le carburant et surtout pas sur le pinard. C'est vrai que c'est assez récurrent. Hein. Maître Pierre Gentillet, il vous donne du Maître Pierre Et je Gentillet. bois jamais en plus.
Le verre est vide, je témoigne. Ne donne pas que dans les effets de manche. Non. En ce moment, c'est plutôt les effets de gilet. Ah oui, très joli, très joli. Là, ça va être pour ma pomme. Caroline Parmentier a répondu à sa façon à l'appel des gilets jaunes. Et on voit que je consomme non pas un jaune, mais du rouge. C'est tout à fait charmant. Nicolas Gauthier de Boulevard Voltaire soutient les gilets jaunes et les ballons rouges, bien sûr. Constance Prazel, mais oui, il y en a pour vous aussi, de liberté politique. Ne crains pas d'afficher la couleur. Alors, j'ai demandé s'il n'y avait pas autre chose et s'il n'y avait pas de petits jaunes ici, mais effectivement, il n'y en a pas. J'ai le sentiment que le dernier, c'est pour moi. Et donc, en matière de caricature, je me prête pas mal à l'exercice, normalement. Hein. Bien vu. Philippe mal. Bardon, radicalement identitaire, gilet jaune, power. Ouais. Bon. Ouais. Merci Ignace, ça me permet de sauter tout naturellement sur le débat suivant, à pieds joints. Macron veut-il répondre à la colère ? Pour Macron, quelle réponse à la colère ? Face à un mouvement populaire puissant et plus que jamais déterminé, le gouvernement est resté sourd et inerte pendant plusieurs semaines. Il semble vouloir dorénavant calmer le mécontentement qui s'exprime à travers toute la France. Mais devant tant de détermination et de revendications, les réponses apportées par Emmanuel Macron sont-elles suffisantes et adaptées ? Quelle réponse à la colère ? Avec son Haut Conseil écolo pour le climat, énième bidule écolo, Macron demande de penser croissance verte à des gens qui sont dans le rouge le 10 du mois. Philippe Bardon, vous dont Marine Le Pen dit que vous avez une sensibilité sociale forte, est-ce que Macron veut répondre à la colère des Français ? Ouais, je crois qu'il... Macron, on est un peu dans le sauf qui peut, là. Il essaye d'endormir, il fait beaucoup de phrases. Quand on a regardé ce dont on parlait tout à l'heure, là, cette espèce d'heure, ce grand laïus, on avait un peu l'impression... C'était long. C'était très long. On est quand même tous d'accord. On avait l'impression un peu d'un type qui faisait un exposé. Genre, j'ai tout compris à la transition écologique et je vais venir vous l'expliquer. Et avec cette arrogance, ce mépris qui fait que forcément, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. Donc je reviens vous l'expliquer. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils reviennent la semaine prochaine en mode 2 heures, en disant mais vous avez toujours pas compris, je reviens vous réexpliquer. Mais on peut continuer comme ça, parce qu'à aucun moment, ils ne se remettent en cause. Et je le disais tout à l'heure, ils ne se remettent pas en cause, même sur le fond. Parce qu'évidemment, il y a l'augmentation du prix de l'essence. On nous explique qu'en fait, c'est pas de notre faute, même s'il y a 60% de taxes sur ce qu'on paye à la pompe. Mais il y a le fond dans tout ça. C'est que donc, l'avenir radieux, ça serait la transition écologique. Seul problème, c'est que ce qu'ils nous proposent dans le domaine de la transition écologique, ça ne tient pas tellement la route, en plus du reste. Et qui demande donc des sacrifices énormes, des efforts énormes aux Français. Pour quel résultat ? Je commençais à le dire tout à l'heure sur l'histoire de la voiture électrique. On est les seuls à tout miser sur la voiture électrique. Seul problème, c'est que la voiture électrique, sans partir dans trop technique, mais pour notamment la fabrication des véhicules et la fabrication des batteries en particulier, ça demande qu'on ait recours aux métaux rares, aux terres rares. Il nous a dit que c'était pour devenir indépendant, qu'on soit plus dépendant des énergies fossiles. Manque de peau, les terres rares, c'est pas vraiment dans le Larzac qu'il y en a. Donc ça nous met en dépendance avec la Chine. Il y a un vrai problème, on n'a pas encore d'études sur les ondes. Quand on recharge les voitures, c'est souvent dans des maisons individuelles, etc. On n'a aucun recul là-dessus. Il y a le problème du retraitement. Derrière, du recyclage. Là aussi, on n'a pas de réponse. Après, il nous dit, le truc de l'avenir, c'est les éoliennes. Les éoliennes, ça produit pas assez. Les 3/4 du temps, ça demande quand même de la thermie. C'est pas une solution non plus. C'est quoi la solution ? C'est le tout nucléaire ? Non, c'est pas le tout nucléaire, mais c'est de commencer par pas expliquer à Jean-Michel Durand, dans sa petite voiture individuelle, que c'est lui qui pollue la Terre entière, quand dans le même temps, on continue de signer les traités de libre-échange, quand on continue de défendre un modèle économique qui fait qu'on fabrique en Chine pour vendre en Europe et pour recycler en Afrique, c'est-à-dire qu'en gros, on fait produire à des esclaves pour revendre à des chômeurs ou des futurs chômeurs, la solution, c'est quand même de commencer par remettre en cause le modèle qui est le plus polluant. Si c'est intéressant de voir que vous êtes membre du lobby du nucléaire, c'est toujours bien de savoir que vous êtes membre d'un lobby. La question, c'est pas celle du lobby du nucléaire. La question, c'est de se poser les bonnes questions. Un seul cargo transporteur de marchandises, ça pollue plus que toutes les voitures individuelles françaises. Il y en a 60 000. Il y en a actuellement
Il y a 60 000 super cargos transporteurs de marchandises qui sillonnent le monde. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique, encore une fois, que c'est Monsieur Dupont, Monsieur Durand dans sa voiture, l'artisan avec son berlingot, Le paysan la mère de avec son famille diesel. avec ses 4 enfants, le type qu'on a viré des centres-villes parce qu'il a plus les moyens d'y vivre et qui est obligé, qui est maintenant à 30 km et qui doit revenir y travailler. Donc quand il sait C'est mon que cas. c'est lui qui est le responsable de la situation écologique, j'ai un doute. Et dans le même temps, si vous voulez, pour reprendre la formule consacrée, aucune remise en cause de ce modèle du libre-échange mondialisé qui est celui qui tue. Qui est celui qui tue et qui épuise notre planète. Là, c'est un discours qu'on pourrait entendre. On est en plus du reste dans le mépris, l'arrogance, le mensonge, en plus dans l'arnaque écologique. Alors, Constance. Constance, j'aimerais avoir votre opinion. La popularité des Gilets jaunes ne décroît pas, hein, malgré les violences sur les Champs-Élysées. 83% de sympathisants, ils ont gagné 10 points en une semaine. Alors, une semaine, c'est assez impressionnant. Donc, chaque fois que Emmanuel Macron prend la parole, il y a 10% en plus de mécontentement. Faut qu'il continue, alors. Faut qu'il continue, mais on va approcher du seuil des 100%. Donc là, ça commence à devenir critique. Alors, on est à 83 ou 84% suivant les enquêtes. J'ai pas le chiffre exact en tête. C'est 84% d'électeurs potentiels pour le Front National ou... Ouais. Là, c'est à vous de parler, Constance. Hein. Vous n'avez plus à le questionner. Hein. Vous n'avez plus de questions, vous donnez votre avis. Parce que sinon, il ne Alors, s'arrêtera les jamais. électeurs. Il ne s'arrêtera jamais. Moi, on m'a dit qu'il y avait 5 heures. 5 heures. Oui, Ça, C'est pire qu'un discours de Macron. c'est Non, beaucoup plus intéressant, Nicolas. Non, blague à part, ça continue pas de monter. Le problème, c'est que là, il est vraiment, Macron, dans une situation catastrophique. Parce que soit il recule et il annule ses taxes, etc. Alors, on aura beau jeu après de se dire, il a aucun courage, il n'a pas de... Ouais, il fait comme promotion, Hollande. Il fait comme Hollande, il se couche, etc. On n'aura jamais notre Thatcher à la française. Il y a plein de gens à Paris qui attendent des réformes et qui se diront, bon, il s'est couché. Bon. Il n'y a qu'à Paris qu'on les attend. Oui, il y a qu'à hein. Paris qu'on les attend, je suis d'accord. Mais bon, ils existent. On ne dit pas de mal de Nice, dites pas de mal de Paris. Bon, alors, parti de toute tout seul. façon, s'il se couche, il y aura forcément des mécontents. Et puis, de toute façon, aussi, s'il se couche, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, il a tellement touché le fond que c'est pas ça qui va rétablir la situation. Même si il revient sur ces fameuses hausses de carburant, le divorce, il est tel que ça va pas suffire. Alors, évidemment, s'il s'en fait, alors là, c'est le symbole de l'or. Donc là, franchement, très franchement, il est vraiment mal barré. Le problème, c'est quoi? C'est que Macron, il a été élu avec un déficit de soutien populaire abyssal. Et aujourd'hui, il le paye. Et ce soutien populaire, il ne l'a pas eu Il au ne lui moment de reste son plus que son élection. socle du premier tour. Et voilà. Et ça, c'est très, très, très maigre. Et là, il le paye maintenant. Ça, c'est clair. Et Nicolas Gauthier, qui me tire la manche. Allez. Je pense, mais au-delà des gilets jaunes, effectivement, tout est parti sur le prix de l'essence. Sous l'Ancien Régime, ça aurait été le prix du pain. Et maintenant, effectivement, c'est le prix de l'essence qui a mis le feu vraiment, qui a mis le feu aux poudres. Mais je pense que le feu couvait depuis très très longtemps. Bien sûr. Et ça remonte au moins, on peut dire, jusqu'à... Désolé, c'est une petite parenthèse historique. Le peuple a déçu la gauche en mai 68. Une révolution bourgeoise qui pense être l'avant-garde du prolétariat. Or, le problème, c'est que l'ouvrier de l'époque, qui vote communiste ou gaulliste, ce qu'il voulait, c'était vivre mieux, avoir souvent une télécouleur, une deuxième voiture pour madame. Et c'est depuis cette époque qu'une certaine gauche médiatique a développé une haine sourde, un mépris sourd du peuple français. Ça se voit avec le premier film un des premiers films d'Yves Boisset, Dupont-la-Joie. Ça se voit avec le fameux Beauf de Camus. Ça se voit avec les chansons de Renaud, autre grand bourgeois 68 tard. Une de ses chansons qui s'appelle Mon Beauf. Je cite de mémoire, dit « Et pendant ces congés payés viennent par leur unique présence polluer nos paysages. » C'est-à-dire que le salaud de pauvre, non seulement il ose prendre des vacances, il part en vacances. et en plus il est moche avec son Bob Ricard. Et me gâche la vue du perron de ma villa. Et ça fait comme ça des années où ça se voit dans tous les médias. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu la révolte des déchiens. François Bousquet d'Éléments, une jolie formule, il dit c'est la révolte du plouc émissaire. Parce que ce Français, qu'est-ce qu'il voit? Le reflet que les médias lui donnent de lui, c'est un salaud qui vote Le Pen. Dans le meilleur des cas, s'il s'abstient, c'est un inconscient qui favorise la montée du Front National. S'il vote Le Pen, c'est un salaud et un raciste. En plus, il est présumé sexiste et misogyne. Toute la mise en scène autour de l'écrivain Édouard Louis pour en finir avec les belles gueules, c'est une famille, la sienne en l'occurrence, de sales prolos homophobes. Et ses parents, quand ils ont lu le livre, disent « Mais on n'est quand même pas des monstres comme ça ». Et ce mec passe sur tous les plateaux télé pour cracher à la gueule de ses parents. Dans le même temps, le prolo, c'est le chasseur.
qui va tuer Bambi tous les dimanches et qui tue des vététistes. Il mange de la viande, donc il est coupable du génocide animal. Si c'est un paysan, Il n'a plus les moyens de pollue manger de la les sols. viande. Hein. Et maintenant, il pue le diesel. Il y a une phrase de quelqu'un de la République En Marche, dont il vaut mieux oublier le nom, qui parle des gilets jaunes, dit « Ouais, tous ces beaufs qui fument des clopes et qui roulent au diesel. » Mais il y a un mépris de classe qui est absolument faramineux. Et ces gens-là sont tellement déconnectés du réel qu'ils ne se rendent pas compte. Et Macron, aujourd'hui, dans la situation du type auquel on est fâché, qui essaie de se rabibocher avec vous, de vous emmener au restaurant, d'avoir un mot gentil, mais on ne veut pas de ton resto. Il y a un moment, arrête d'être gentil avec moi, je ne te supporte plus. Il ne peut rien faire. Au bout du compte, quoi qu'il fasse, et ça ce marchera pas. mouvement, on ne sait pas dans quel sens il peut le prendre. Je sais pas, un homme politique rebondit toujours. Hein. Mais aujourd'hui, il y a une colère qui dépasse de loin les clivages politiques. Et il est assez logique que ces gens-là, même si globalement leur sociologie électorale est plutôt le péniste, mais on sent qu'ils se défient des partis politiques traditionnels, dans lesquels ils n'ont même plus confiance. Un des porte-parole qui avait le tort d'être trop proche de Dupont-Aignan, ils l'ont squeezé, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer, Pierre Gentillet, une transformation des Gilets jaunes en mouvement populiste sur le modèle de 5 étoiles en Italie, justement, après une contestation fiscale qui est arrivée au pouvoir avec une alliance avec la Ligue? Une espèce de Tea Party à la française. Oui. Est-ce que ça pourrait être la suite? Parce que sinon, ils vont se noyer, soit ils vont disparaître, soit ils vont se noyer dans l'extrême gauche. Vous savez, le problème en France, c'est que... je veux dire, par dès qu'on voit des gens dans la rue et dès qu'on voit un grand mouvement dans la rue, généralement on le tue en faisant un objet politique. Souvenez-vous au moment de la Manif pour tous. Les listes aux européennes, elles n'ont pas conduit à des scores faramineux. Pas l'idée. Parce qu'en fait, les Français sont un peuple éminemment politique, et c'est parce qu'ils sont politiques que même s'ils détestent les partis politiques, ils ont quand même une certaine stabilité dans les objets politiques pour lesquels ils votent. C'est-à-dire que le parti qui sort de nulle part, c'est pas d'un coup il va passer par exemple de 4 à 13%, même si cela dit, la Lega c'est un mauvais exemple parce qu'il est quand même pressant depuis un certain temps, effectivement, mais le parti qui d'un coup passe de 0,5 à 10, ça n'existe pas. L'exemple par exemple c'est Dupont-Aignan. Dupont-Aignan c'est une lente ascension. Le Front National a mis plus de 10 ans avant de devenir un parti qui compte. Dupont-Aignan, on passe quand même... au départ, on est à 0,3, 0,4%. Aujourd'hui, dans les intentions de vote, il est à 7%, mais ça a mis 10 ans. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on va assister à cette transformation. Et puis aussi, il y a une deuxième raison. C'est parce qu'en fait, tous ces gens-là votent déjà contre Macron. Donc, ou ne votent pas. Ou ne votent pas. Ils sont dégoûtés de la politique. Ils sont dans l'abstention. Mais en fait, je reprends un petit peu ce qui a été dit là. Moi, je pense que... Parce que la question, c'est quelles sont les incidences politiques de ces gilets jaunes. Bon, on va voir. Hein. Moi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'en fait, Macron, il récompense ceux qui ont voté pour lui. On parlait tout à l'heure de la voiture électrique. La voiture électrique, c'est pour l'urbain. Celui qui est des centres-villes, parce que la voiture électrique, effectivement, la batterie, il faut la changer quand même pas mal de fois. Quand on fait 50 km tous les jours, quand on habite dans l'Arzac pour aller à son boulot, la voiture électrique, vous voyez, bon, c'est pas votre préoccupation principale. Il a récompensé ses électeurs aussi parce que il a supprimé la taxe d'habitation. Mais la taxe d'habitation, La taxe d'habitation, ça profite aux mairies. L'État n'a rien perdu dans cette histoire. Les gens ont l'impression qu'ils se sont enrichis. Mais absolument pas. Ça fait que les mairies vont s'appauvrir. Et en particulier les petites mairies. Donc tout le monde périphérique, on a vu en partie monter à Paris à la manifestation de samedi, c'était samedi dernier, où j'étais. Tous les samedis. C'était cette France-là qui était là. Mais cette France-là, elle n'a pas voté Macron. Et Macron, toutes les mesures qu'il fait, c'est pas du tout pour cette France-là. C'est pour la France des grands centres-villes, des métropoles. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il essaye. Et c'est d'ailleurs son pari. Qui d'ailleurs, ce n'est pas que son pari en fait. C'est, vous savez, ce mouvement qu'on a, et encore plus aujourd'hui, d'urbanisation, de regroupement, où on va essayer de progressivement faire dépeupler les campagnes, essayer de conglomérer ça avec, vous savez, les communautés de communes, etc., pour faire en sorte de détruire cette petite ruralité et effectivement, de ce salaud de beauf prolo français qui vit dans un petit patelin. Non, il faut qu'il soit connecté. Donc c'est pour ça. Moi, je conclus en disant que, à mon avis, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait changer. Et c'était d'ailleurs assez amusant samedi, c'est parce que les Gilets jaunes, c'est un mouvement intéressant. On n'a pas parlé
du fond du mouvement, mais c'est un mouvement très Non, mais c'est un contestataire. mouvement très intéressant, moi, je trouve. Justement, je vous en aux prie, allez-y, Champs-Élysées. oui. Attendez, je Bien sûr, parle bien un peu beaucoup. Je vous laisse parler. J'étais aux Champs-Élysées, il y avait quand même un objectif. Déjà, cette manifestation, elle n'était pas prévue sur les Champs-Élysées. Elle s'est improvisée sur les Champs-Élysées. J'ai rien jusqu'à dire, elle s'est imposée sur les Tout à fait. Champs-Élysées. Et après, c'était pas tout, parce que j'y étais d'ailleurs avec quelques amis dans la salle qui se reconnaîtront. L'objectif était quand même de les a trouvés, repousser. La police vous cherche. Hein, Oui, depuis oui, samedi. oui, je sais. Le préfet Non, de police vous cherche. Non, mais je termine C'était en donc disant- vous. C'était moi. L'objectif, j'étais pas seul, il y en avait d'autres. Hein. L'objectif, c'était d'aller jusqu'à la Concorde. bien Parce sûr. qu'à côté de la Concorde, il y a notamment le palais présidentiel, etc. Et il y a quand même eu un mouvement où, sur 800 mètres, les CRS, la police, a reculé. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une différence radicale. Vous mentionniez Si, là, il y avait plus la de manif pouvoir, pour tous 2013-2014. Mais la manif pour tous, on nous a dit de ne pas aller sur les Champs-Élysées. Oui. Alors on ne va pas aller sur les Champs-Élysées Eh oui. parce qu'on est des gens bien éduqués. Pour ce que ça Mais- nous a servi, Ah, d'être bien la sûr. France bien Ça nous a élevée, servi, ça nous a oui, servi. Il y ouais. a tout eu à 1 fait. million et quelques qu'on va pas Il y a une chipoter sur certaine les différence Champs-Élysées. sociologique. Mais entre les deux. exactement. Mais oui, Mais mais du exactement, coup, parce que là, maintenant, ce qui est bah, les intéressant, enfants, mais là, ce qui est intéressant, Mais voilà. C'est la France de Johnny. Et ce qui Là, était ce qui est frappant. intéressant, c'est qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter, les Gilets jaunes. Ils ont envie d'aller sur les exact, Champs-Élysées. oui, parce qu'on Ils y fait une vont, révolution ils y vont. qu'avec. On ne fait pas révolution avec les bourgeois. Ils ont envie de Même en faire- 89, les bourgeois ont poussé le peuple sur la Ils Bastille. ont envie de faire brûler des C'est pneus, ça. ils font brûler des pneus. Ça Oui. pue, tant pis. Tout à Mais au fait. moins, ils marquent le terrain. Et ça, la manif pour tous a absolument été fait, incapable de faire ça. Donc est-ce qu'il faut C'est qu'il pour ça que- continue comme ça, de manière anarchique, c'est-à-dire par les réseaux sociaux et sans vraiment de leader, même s'il y a 8 porte-paroles qui ont émergé, mais qui sont d'ailleurs Enfin, qui ont été Assez- sélectionnés. assez Attendez, sélectionnés, voilà. Mais C'est ça, c'est ils quand sont même assez un peu du coincés. casting Eh oui. gouvernemental. Non, oui. Il y en a une, on Dire, la je voit en vais photo avec négocier, Macron. je vais négocier avec les gens que j'ai choisis, c'est un concept. Alors quand les deux même. premiers, Mais les deux premières paraissaient naturelles. Non, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que, bon, évidemment, les listes Manif pour tous, elles n'ont mené à rien parce que, on ne fait pas un programme politique sur l'abrogation de la loi Taubira. Même si c'est indispensable, enfin, je le pense, de l'avoir ça dans un programme, on ne fait pas un programme politique avec juste ça. Et donc, une liste, la Manif pour tous, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Ce que je trouve plus intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que, on va prendre des grands mots, il y a une réflexion de civilisation derrière. C'est que il y a énormément de choses qui sont brassées. La question de l'économie locale, la question du chômage, le modèle de la voiture, la représentation du pouvoir, On défend un etc. mode de vie aussi Et rural. on défend un mode de vie. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos Mais enfants c'est- Bref, une vision politique au sens noble C'est ça du qui est terme. absolument fascinant. C'est ça qui est samedi. impressionnant, je trouve. C'est ça qui était fascinant samedi aux informations sur France 2. On voyait les images des Gilets jaunes. En fait, c'est la France de Johnny, un peu turbulente. À mon goût, ils n'ont pas assez cassé sur les Champs-Élysées. Parce que les Vuittons de Arnaud, effectivement, ça méritait de... Et les chaises du Fouquet. Et juste après, il y avait la manif des bonnes femmes qui râlaient, c'était en robe violette. On a vu une autre France, mais qui est tellement caricaturale, qui représentait une certaine élite médiatique. Là, effectivement, on a vu qu'il y a deux France, toutes les deux porteuses d'un projet de civilisation, sauf que c'est pas la même. Hein. Mais plus Ah que non, ça, mais bien plus que sûr. ça, c'est une Le France qui est en race- train de mourir. Le C'est Rassemblement surtout ça. national, oui, absolument. C'est Ouais. à la Qui ne veut- différence qui de ne la veut pas deuxième mourir. manifestation, la France qu'on a vue là, si rien ne change, on pourra garder les photos. c'est la Ça France finira dans un musée. Le Rassemblement national lance une pétition pour la démission de Castaner. Effectivement, les fake news de c'est-à-dire Castaner que- nous ont occupés pendant... Castaner, ça a été un petit peu. Moi, Castaner, Un je festival. le connais un peu. Parce que c'était l'adversaire, c'était notre adversaire, c'était Oui, l'adversaire de Marion Marion aux Maréchal. élections régionales. PS. Bon, candidat PS, plus que malheureux à l'époque, il avait fait 16 au premier tour, nous on faisait 41 ou 42, je crois. Moi j'ai du mal à compter sur lui, si vous voulez, pour me protéger, pour protéger mon pays ou pour protéger ma famille, parce que je me rappelle, c'était un type, on faisait des imitations de lui à côté de lui, au buffet après les débats, vous voyez, donc à côté de m'étonne la pas tarte aux parce qu'il a pommes. un accent, Il a une petite voix, ouais. ça peut se travailler, je l'ai un peu perdu, mais on le tenait pas mal. Surnommé Kéké. On avait un concours récurrent. Bon, Castaner, il s'est enfermé dans son histoire, qui est ridicule, qui est contre toutes les évidences, c'est-à-dire on voit les tags, le drapeau du Tché, les tags à bas l'État, les flics et les fachos, et le type nous explique que c'est évidemment les horribles activistes d'extrême droite, etc. Bon, il s'est ridiculisé, mais tout ça... Cela dit, parmi les 101 interpellés, aucun black bloc et tous les meneurs sont d'extrême gauche. Tout ça est ridicule. Bon, mais honnêtement, je crois que tout le monde l'a vu. Parmi les, Voilà. oui. Je crois que Parmi tout les le monde gardés l'a à vu. vue, aucun en tout cas. Tout ce qu'on est là, c'est très intéressant. En fait, cette France, moi, je vais le dire sincèrement, c'est ma famille. C'est typiquement, moi, dans ma famille, on a des petits fonctionnaires, des garagistes, des petits commerciaux, des restaurateurs, Des routiers. des serveurs, voilà. C'est vraiment ma famille, c'est la France de Johnny, il y a un peu de ça, ça a beaucoup pleuré. Et moi, à la mort de Johnny. C'est une France qui est victime d'une triple fracture. Il y a une fracture fiscale et sociale. Et c'est très intéressant parce que jusque-là, on opposait toujours ça. Il y avait ceux qui étaient pour le social
puis ceux qui étaient sur la fiscalité. Et là, finalement, on voit que c'est deux choses qui se rejoignent, parce que c'est des classes moyennes paupérisées, ou qui sont en train, ou qui voient que ça arrive. C'est des classes pop, et qui se rejoignent là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent cette injustice fiscale et sociale. En gros, c'est quoi ? C'est je travaille dur, mais je vis mal. C'est ça le message. Je travaille dur, mais je vis mal. Et c'est là que ce mouvement est profond, en fait, qui se demande tout simplement pourquoi je paye et accessoirement pour qui je paye. Parce que chacun voit très bien qu'on fait moins pour nos anciens, qu'on fait moins pour nos enfants. Et j'en viens au deuxième point, fracture sociale et fiscale, fracture territoriale. Évidemment, c'est pas les grandes métropoles de la trottinette électrique. Mais il y en a une. Mais c'est effectivement cette France qui voit les gares qui ferment. Alors au début, je le vois dans mon département des Alpes-Maritimes, la gare devient une halte, elle devient plus rien. C'est exactement ça. C'est ça, comme ça que ça termine. C'est la France des maternités qui ferme. Vous voyez ce que ça représente ? Ça veut dire qu'on vous dit, par ici, il faut plus faire d'enfants. Il ne faut plus faire d'enfants ici parce que c'est trop loin. C'est cette France-là. C'est un peu la France. Johnny, c'est aussi la France de chez Pernod. Elle a le droit qu'au 13h parce que le 20h, c'est que Paris. Le 20h, c'est que Paris. Et on l'a vu d'ailleurs samedi. Il y avait une manif à un seul endroit. Tout était sur les Champs-Élysées. Il y avait des gens mobilisés dans toute la France, mais tout était là. Et dans le comptage, il n'y avait que Paris. Et il n'y avait que Paris, oui. Donc fracture fiscale et sociale, fracture territoriale et une fracture démocratique. Parce qu'il y a une question centrale là-dedans, c'est la représentativité. Ils ne se sentent pas représentés. Et à juste titre, ils ne se sentent pas consultés. Plus personne ne prend le risque du référendum. C'est terminé. Et on a un vrai problème de représentativité démocratique aujourd'hui dans notre pays. Et ça, c'est explosif. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui conduit aussi à ce type de phénomène. Allez. Popularité, les gilets jaunes devant et marron derrière, sauf que c'est corrigé et que c'est Macron derrière. C'était plus drôle avec Marron. Alors les inconnus, on aurait fait un sketch, sauf que maintenant les inconnus seraient censurés. Macron, accro aux taxes, je suis taxicomane. Pas mal. Et les gilets jaunes m'ont habillé pour l'hiver. On dit... On dit Ignace, c'est un petit dessinateur charmant, mais non, pas du tout. C'est un combattant, c'est un guerrier, Ignace. Bravo, Ignace. Cher Philippe, vous êtes un spectateur assidu de cette émission, donc vous savez quelle est la chronique qui va suivre. La rubrique. Ans. Oui, bravo. Que faisiez-vous à 20 ans ? Il y avait des choses. Vous aviez 20 ans, Philippe Vardon, nous étions en l'an 2000. Le passage à l'an 2000 fut particulier pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il entamait la dernière année du millénaire. Comme en l'an 1000, certains prédisaient la fin du monde, d'autres une nouvelle ère moderne. 6000 villes avaient mis en place des portes symboliques devant s'ouvrir au passage de l'an 2000. Un dispositif lumineux affichant le nombre de jours restant à l'an 2000 était mis en place sur la Tour Eiffel dès le 5 avril 1997. Mais la grande catastrophe annoncée pour le passage de l'an 2000, qui nous terrorisait, était le bug de l'an 2000. Il concernait des vieux programmes où l'année dans les dates était codée sur 2 chiffres pour économiser de l'espace mémoire. En réalité, depuis longtemps, les programmeurs avaient intégré et corrigé ce problème, de sorte que nous avons là une des premières gigantesques fake news. Elle était orchestrée par les sociétés informatiques elles-mêmes, et ce pour vendre de l'audit, des correctifs, voire un redéveloppement complet des logiciels d'entreprise. En fait, le véritable bug de l'an 2000 fut la loi du 5 juillet relative aux gens du voyage qui obligeait les communes de plus de 5000 habitants à organiser l'accueil des populations des gens du voyage et à aménager des aires de stationnement pour leurs véhicules. Mais qui sont ces gens du voyage ? Comme il n'était pas possible de viser une catégorie d'individus comme les Roms par exemple, la loi tentait une opération du type « ni vu ni connu, je t'embrouille ». Son article 1 énonçait « Toute personne éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant et s'y maintenir. » Outre cette hypocrite formulation, vous noterez que si l'on peut s'y maintenir, pour reprendre les termes de la loi, c'est que l'on ne voyage pas tant que ça.
Côté catastrophe, l'année 2000 ne nous a pas épargnés avec un référendum sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. On doit cette initiative à Jacques Chirac. Le oui atteindra 73%. Le septennat était mis en place en France depuis 1873, bien avant la Constitution de 58. Le général de Gaulle l'avait conservé, certainement parce qu'il rapprochait un peu plus la République de la monarchie qui avait sa faveur. Ce massacre de la Constitution de 58 fut parachevé par Sarkozy, qui synchronisera les élections législatives sur la présidentielle. Côté culture, la France inondait le monde avec le tube de Daft Punk. Daft Punk est un groupe de musique électronique français originaire de Paris. Daft Punk a initié une vague, un nouveau genre musical que les Américains appelleront la French Touch ou touche française en français. Les sonorités sont un mélange de funk et d'électro. Ils ont toujours caché leur visage par des casques futuristes qui s'inspirent sur ce point du film Phantom of the Paradise. Daft Punk reste encore le groupe le plus vendu à l'étranger. Cette même année sortait Gladiator. Ce film revisitait le genre du péplum abandonné depuis les années 60. L'intrigue raconte la chute du général romain Maximus Decimus, magnifiquement interprété par Russell Crowe. Outre le fait qu'il fut un énorme succès commercial, le film a remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur. Le 2 juillet, l'équipe de France remporte le championnat d'Europe des nations de football. En finale, la France l'emporte face à l'Italie grâce à Sylvain Wiltord et David Trezeguet. Zinedine Zidane sera élu meilleur joueur du tournoi. Alors, la fake news du bug de l'an 2000, la loi sur l'accueil des gens du voyage, le référendum sur le quinquennat, mais aussi la sortie de One More Time et de Gladiator, ainsi que le championnat d'Europe des nations. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? Alors, retour sur le plateau de Bistro Liberté avec Philippe Vardon, représentant du Rassemblement national. Philippe Vardon, à 20 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Ne me dites pas que vous étiez à Nice, parce qu'un jeune à Nice, ça n'existe pas. Vous êtes condamné par les vôtres. À 20 ans, je militais beaucoup. C'est-à-dire que ça n'a pas trop changé depuis. Moi, j'ai commencé à militer à 14 ans. Et à 20 ans, si je ne me trompe pas, alors, il y a un petit piège quand même. J'ai hésité à vous le dire, parce que 2001 pouvait être intéressant. En fait, en 2000, j'ai 19 ans sur 9 mois sur 12, puisque je suis né en septembre. Aïe. Mais allez, je prends. Allez, prenez. Ça nous arrange. Ça nous arrange un peu, c'est bon. On vous l'a fait à 2000. Allez, hop. Donc, à 20 ans, je crois que je tentais une première année d'histoire qui m'a extrêmement déçu. J'ai fait 3 mois et puis je suis allé travailler avant de reprendre le droit, comme tout le monde. Et puis les sciences politiques. Et j'ai fait une première année d'histoire où j'ai été extrêmement déçu. C'était un enseignement que j'ai trouvé très scientifique, en fait. Et moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus littéraire, où on allait débattre, se raconter plein de choses. Et puis, je suis arrivé, il y avait des frises. On devait faire un truc sur les rites mortuaires en France au XVIIIe siècle. Et voilà, donc c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Vous avez entendu, Gentillet, voilà. Il a fait de l'histoire comme moi, il a fini à faire du droit comme vous. Donc en fait, la fac de la d'histoire. science politique. Donc ça a duré 3 mois, et puis je militais beaucoup. J'ai beaucoup milité en fac. Vous étiez à Nice. Étonnant. J'étais à Nice. J'ai toujours été à Nice. Ouais. Belle ville de Nice. Qu'est-ce que vous avez Magnifique retenu? ville de Nice. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Quel est le moment que vous avez retenu de cette année-là? Puisque vous étiez un militant politique. C'est assez marrant parce que au Rassemblement national? Non, je militais dans les syndicats étudiants. À Lequel? l'époque. Alors on avait un syndicat étudiant local qui C'était pas l'Uni à l'époque. l'Union et Défense des étudiants niçois. Peut-être ça vous parlera. Qui réalisait d'excellents résultats à la faculté de droit notamment. C'est assez marrant parce que quand j'ai revu tout ça, je me disais justement que quand on milite, quand on est dans ce militantisme, cet activisme juvénile, estudiantin, etc., en fait on se préoccupe très peu de politique. Parce que moi j'ai aucun souvenir, vous voyez, en l'an 2000, que ça soit de la loi sur les aires pour les gens du voyage. Vous me direz, ça n'a pas trop fonctionné parce que chez moi, alors dans les Alpes-Maritimes, ils s'installent toujours partout sauf sur les aires. Je veux dire, le moindre stade de foot, le moindre parking de supermarché, c'est. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être la signalisation. Vous n'avez pas le monopole. C'est peut-être la signalisation. Honnêtement, le quinquennat à l'époque, pour tout vous dire, j'ai même pas voté au référendum, nonobstant quoi, on était 70% à pas avoir voté. Et donc, je vais vous faire un regard rétrospectif là-dessus, parce que honnêtement, rien de tout ça
ça m'a traumatisé à l'époque où je devais être. Vous vous rappelez le bug de l'an 2000, la grande fake news, ça allait tous Ouais, arrêter. mais je les veux dire, ordinateurs allaient honnêtement, s'arrêter. je suis allé regarder un petit peu ce que je faisais à l'époque et j'étais plus préoccupé par exemple par la situation au Kosovo, d'où les Serbes étaient chassés à partir des bombardements de l'OTAN en 99. Et je crois que c'était ma grosse préoccupation. Finalement, c'est pas si mal peut-être. Hein. Le quinquennat, rétrospectivement, c'est ce qui me semble avoir été le plus important à ce moment-là, même si je le concède, ça m'a pas trop préoccupé. Il y a eu le quinquennat, puis en fait aussi surtout l'inversion du calendrier électoral à partir de 2001. C'est le président qui devient chef de gouvernement, ça a été amplifié avec Sarkozy, qui faisait un peu tous les rôles. Je crois que ça a fondamentalement bouleversé la façon dont on fait de la politique en France et dans la Ve République. Ce qui semblait pas si évident. Et après tout, le succès du quinquennat, on peut l'expliquer. C'était Jospin qui avait dit, qui défendait ça avant que Chirac s'y mette aussi, et qui avait dit il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac. C'est discutable, hein, parce que 5 ans avec Jospin, ça aurait été long aussi. Mais évidemment, ça a tout changé. Ça réduit, disons, la vue du président. Moi, je crois que la politique, c'est le temps long. Et que ça réduit la vue du président qui est un peu en campagne permanente. La réélection arrive très vite. Vous êtes toujours pour un septennat non renouvelable. Ça réduit le rôle du Premier ministre. Je crois que la question effectivement du septennat non renouvelable, qui a été mise sur la table, que Marine notamment a portée, me semble intéressante parce que on est moins prisonnier des opinions et on peut conduire un projet à Marine Le terme. Pen en 2022 et Marion Maréchal en 2029. Donc là, J'ai noté. Et Olympe en 2053. C'est ça. Ah oui. Et ça, je crois que ça crée, avec l'amplification du fait majoritaire, et là on en a une illustration, je dirais, dramatique avec les députés Macron. Moi, j'étais candidat aux législatives, le député qui m'a malheureusement battu, on l'a pas revu quasiment dans la circonscription depuis. Ah. Il avait conclu son interview à Nice Matin, juste après son élection, en disant, c'est Cédric Roussel pour ne pas le nommer, je lui dis c'est la seule fois où vous entendrez son nom sans doute. Il a fini enterré dans du ciment. Il avait conclu. il est heureux. Il avait conclu, mais c'est exactement ça, Martial, parce qu'il avait conclu son interview dans Nice Matin en disant je me sens comme un gagnant du loto. Vous voyez l'idée. C'est une vision politique, Là, il c'est a marrant. perdu- hein. là, il a perdu le tic. Nonobstant quoi, celui-ci, c'est peut-être pas plus mal qu'on le garde que 5 ans. Alors et culturellement, alors là, j'ai pensé tout de suite, bien évidemment, à Johnny, parce que Johnny, c'est peut-être en 2000 qu'il chantait Allez les Bleus, on est tous ensemble. Allez les Bleus. Hein, vous voyez, C'était pas sa C'était pas meilleure. le plus réussi du tournoi, a priori. Répertoire. Vous avez dit que vous adorez Johnny, je vous ai trouvé une chanson. Aidez-moi. Le football alors. Et Nice en division, en première division, en milieu de classement. Le gym, Enfin, l'OGC Nice, remarquable. le grand club. Mieux que Monaco. Ouais, non, mais l'OGC Nice, c'est besoin. Souvent, on me demande si je soutiens le football, je dis que je soutiens Nice. Et l'OGC Nice, c'est un grand club. C'est un club qui a une vraie histoire et qui a un club qui a un avantage, il est soutenu que par les Niçois. Vous voyez, j'ai vu l'autre fois, vous avez reçu Stéphane Ravier, oui, il aimait pas l'Olympique de l'OM. Marseille. Non, l'OM. L'OM, je vous ai dit l'OM, hein, l'Olympique de Marseille. Ouais, l'OM. c'est pas un club. Non, faut être sérieux. C'est bien l'Olympique quand de vous allez au Marseille, conseil ils régional sont- à Marseille, vous avez des amis qui Eh ben, vous c'est attendent, comme non quand il y a les bus de supporters niçois, on se fait caillasser. Ça va du Var jusqu'à Nîmes. Nous, Nice, déjà à Saint-Laurent-du-Var, ils sont plus sûrs d'être supporters. Donc c'est un vrai club. Ah niçois. oui, ah oui. C'est un vrai club qui est à nous. Tout le monde ne nous l'envie pas, mais c'est notre club. Ça rigole pas. Donc c'est bien le football, non, mais c'était c'est ça. La c'est pas- culture non, chez mais Bardot, pas- c'est le non, football. non, Mais mais si, c'est pas. allez. Bah, il faut Moi, le j'ai reconnaître. vachement. Quand pas vous grave. m'avez envoyé ça, j'ai hésité entre Daft Punk et Gladiator. Alors, Daft Punk, moi, surtout le souvenir que j'ai, il n'est pas musical. On a vu un extrait du clip. C'est ce clip en manga qui parle de le dessinateur, le créateur d'Albator. Alors, ceux qui sont soit un tout petit peu plus vieux, soit un tout petit peu plus jeunes que moi, ça leur parlera. Albator, c'est Oui, le bien héros, sûr. le capitaine corsaire dans l'espace, etc. Capitaine au cœur d'or. Exactement. Merci, Caroline. peut-être Qui règne que sur la tous galaxie. chanter, oui. ouais. Alors là, bravo Caroline. Et c'est surtout ça Je regarde ça. qui m'a marqué à l'époque avec Daft Punk. C'est assez sympa musicalement, évidemment. C'est quand même la réussite française, même si c'est dans un style. Ce côté, la French Touch, c'est un peu l'élégance française amenée à l'électro. Il y a beaucoup de sonorités 80, de sonorités pop. C'est sympa. Moi, je vais faire le mais... vieux con, j'aurais aimé que ce soit en français, quoi, non? Ouais, enfin, le One More Time en français, ça aurait pas été dingue. Hein. Une fois de plus, bon, je sais pas si. Non, il y a. Une fois encore, mais- parfois, ouais. Une fois encore, c'est Oui, mieux, ça c'est me- plus prometteur. Et donc finalement, j'ai sombré et j'ai choisi Gladiator. Alors évidemment, c'est pas trop pour la précision historique. Alors, C'est à cause de Marc Aurèle, j'en étais c'est sûre. vrai. Alors Marc Aurèle, dedans, on le voit quand même On assez voit pas vite très fait. loin, Il a pas un rôle central. Bon, moi j'aime bien Russell Crowe, mais est-ce que vous savez que c'est Mel Gibson qui a failli faire Ah non. le personnage principal, Ah ouais qui aurait été encore mieux, mais qui était à l'époque sur The Patriot. C'est parce qu'il a fait de mieux, J'aime bien Ridley Scott. Alors même s'il y a certains de ses Ah oui, films, oui. il y a certains de ses films
films qu'il vaut mieux regarder en enlevant le son. Vous regardez juste les images. Je pense notamment au film qu'il a fait sur les croisades, avec, je suis en train de chercher le titre, avec Saladin, etc. Je préfère dans Kingdom of Heaven, c'est une catastrophe absolue. vaut mieux Donc couper vous ça, enlevez le son, effectivement. c'est génial. Les charges et tout, c'est beau. Mais évidemment, c'est Blade Runner, c'est Alien, c'est American Gangster, c'est la Donc, chute du American Faucon Gangster, Noir. très bon. Ridley Scott, c'est quand même quelque chose. La musique, accessoirement, Hans Zimmer, Elisa Gerhardt, c'est le groupe Dead Can Dance, ça aussi, c'est du très bon. Et puis surtout, C'est incroyable, moi je croyais que c'était un film, mais c'est pas un non, film, mais- c'est un roman, Alors, votre quand Gladiator. vous retournez le DVD, il y a plein de noms d'eau, faut s'y intéresser. Et non, c'est au-delà. Hans Zimmer, je savais, merci quand Au-delà, même. au-delà, Elisa Gerhardt, faut vous y intéresser, c'est très intéressant, c'est de la new wave. Et voilà. Et c'est surtout en fait, c'est le grand retour du péplum et de la fresque historique. C'est vrai. Et quelque part, au-delà, ça pose une question récurrente, c'est que nos récits, nos grands récits, je dirais, il y a le roman national, c'est le roman civilisationnel. Ils sont racontés par les Américains. Ah, On n'est ça, pas je suis capable. parfaitement d'accord avec On vous. n'est pas Pourquoi capable. on n'est pas capable de faire des grands Parce que films. nous, on a fait Vercingétorix par Christophe Lambert. Ouais. Et que c'est juste pas possible. Hein. Si quelqu'un a vu ça, Oui, on a vu. Non, on ne peut pas perdre nos Ah, téléspectateurs. et pareil pour les films sur la police Non, mais- et sur l'armée. Hein. Nous, on a fait la 7e compagnie au Alors- clair de lune et eux, ils font Alors, des plus films discutable- sensationnels. plus ouais. discutable sur la police, je trouve que pour le coup, dans le polar, le cinéma français est très bon, et encore maintenant. Alors l'armée, en tout cas. Tavernier On de va pas Père pouvoir Six, faire pendant mais 107 ans. 36 Non, quai des Orfèvres. Nous, on a fait donc Vercingétorix de Christophe Lambert, merci. On a fait Jeanne d'Arc de Besson, donc elle est folle. Voilà, c'est. Et Donc Versailles, nous, on a Versailles débute de Jeanne Canal+. d'Arc de Rizet, pas mal par contre. Et alors qu'on a de Ah non, mais super les trois quarts réalisateurs d'équipe est capables de britannique, faire de c'est pas l'épique, de français, l'action, etc. Mais on n'arrive pas à se raconter. C'est quand même assez intéressant. C'est les Américains qui ont fait Gladiator, c'est les Américains qui ont fait 300, et c'est eux qui nous racontent. Et je crois que là, quelque part, il y a un complexe. Et Allez. qu'on n'ose plus Ouais. s'affirmer, se raconter vrai. tel que nous sommes dans notre fierté. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous savez à quoi sert cet instant-là? Vous savez à quoi il sert? Il sert que nous sommes à l'approche du 31 décembre, que c'est la période de don pour la presse alternative et qu'il faut donc aller sur le nouveau site de TV Liberté. Vous allez voir de l'info en continu, vous allez voir une nouvelle présentation, des nouvelles rubriques, bientôt des nouveaux programmes. chouette, hein. Tout cela avec au milieu, waouh. donner une rubrique don. Eh bien, il faut y aller tout de suite. Vous avez un compte PayPal, vous mettez 10, 20, 30, 100, 200, allez, 3000, 2000, 5000, ce que vous voulez, mais vous donnez tout de suite. C'est vraiment maintenant. C'est pas dans demain, j'y penserai après-demain, c'est maintenant, entre le moment où je viens de céder la parole et où on va se retrouver. Allez vite sur la rubrique don de TV Liberté. On se retrouve tout de suite avec Mélenchon et avec Philippe Bardon, qui aime Mélenchon Niche, vient. qui aime Ah, d'accord. Gladiator, qui aime Ridley Scott et qui aime Bertrand. Il arrive. Il arrive. France Insoumise, le ressac. Incapable de mobiliser son électorat de 2017 lors de l'élection partielle récente d'Évry, le parti de Mélenchon recule dans les urnes. Dans le même temps, les déflagrations en interne se succèdent et de nombreux cadres claquent la porte. Les rivalités se multiplient entre le média en fin de vie et le naissant Canal Phi. Et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon face aux poursuites judiciaires est remise publiquement en cause. Mauvaise passe pour la France Insoumise ou déclin inéluctable? Philippe Bardon. France Insoumise, le ressac. Rendez-vous compte. Il y a un an, Marine Le Pen s'adressait aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'entre les deux tours, enfin pour le premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait fait une campagne respectable. C'était ces mots. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est toujours aussi respectable? Je crois que c'est pas faux. Le problème de la France Insoumise, on voit donc il y a ce résultat assez négatif dans les seuls problèmes, c'est que c'est un cartel disparate qui est rassemblé autour d'une personnalité centrale, c'est Mélenchon. Moi, je trouve, dites campagne respectable, un type comme Ruffin, par exemple. Moi, c'est un type que je trouve sincère, que je trouve assez. Il a un admirateur. Voilà. Il a un admirateur. Non, mais C'est la c'est salle. un type que je trouve tout à fait respectable. Un type comme Corbière. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre face à lui. J'ai pas. Je sentais qu'il n'allait pas faire l'unanimité. Je partage de pas Corbière, tout. on aime le je vin. partage pas tout. Je partage pas tout avec lui. Je le préfère à sa femme, Mais je pense que c'est aussi un type qui a des convictions, qui est sincère et qui, oui, peut être respectable. Après, si on commence à déborder sur Obono ou Clémentine Autain, là, je passe plus dans la catégorie plutôt un
insupportable. La réalité, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans la France insoumise, c'est pas qu'un problème de forme, c'est pas que le fait que Jean-Luc Mélenchon est énervé, etc. Il y a une vraie fracture de fond. Absolument. Et on le disait tout à l'heure, cette fracture de fond dans la France insoumise, elle se fait notamment autour de la question de l'immigration, de l'islam, du communautarisme, bref, on va dire de l'identité. Et c'est vrai qu'on cherche, en gros, entre la ligne communautariste, indigéniste, du Parti des indigènes de la République, de Clémentine Autain et Obono, et la ligne républicaine dure, robespierriste de Corbière, on cherche le point commun. Mais cette fracture autour de la question de, disons plus largement, de l'identité, elle est présente dans toutes les formations politiques. Si je prends les deux primaires avant la présidentielle, au PS et à LR. Au PS, on a vu l'affrontement assez violent sur le fond entre Hamon, qui est cette espèce d'incarnation de l'islamo-gauchisme, tout simplement, et Valls, qui est, j'en pense pas beaucoup de bien, mais qui lui aussi est un espèce de républicain sincère, voilà, sur cette ligne. J'aurais pas dit sincère, moi, mais bon. J'aurais pas dit sincère. Encore une fois, j'ai pas une affection. Je sais pas comment le dire en espagnol, mais j'aurais pas dit sincère. Voilà. J'ai pas une affection particulière pour Valls. Et d'un autre côté, on avait chez LR, vous vous rappelez, il y avait François Fillon qui avait sorti son bouquin « Vaincre le totalitarisme islamiste ». Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il n'y avait rien qui correspondait au titre dans ce qu'il y avait dedans. Mais pour autant, il avait fait cet acte, il posait un truc assez fort. Et de l'autre côté, il y avait Alain Juppé, vous vous rappelez comment il était surnommé pendant la primaire. Parce que lui aussi, il n'y a pas qu'Estrosi chez LR qui fricote comme ça avec l'UOIF, les frères musulmans. Juppé à Bordeaux, c'est un peu pareil. Et donc, ce sont des questions qui sont assez centrales. Et on voit aujourd'hui, on a eu la prise de distance de Charlotte Girard, qui était quand même pressentie, qui est une personne, une personnalité de la France insoumise, qui était pressentie pour être leur tête de liste aux européennes. Plus de son, plus d'image, elle s'est mise sur le côté. On a la mise sur la touche et aujourd'hui la démission de Georgi Kuzmanovic, qui est l'expression d'une ligne souverainiste, populaire, plus réaliste sur la question de l'immigration, qui a été écarté de la liste des européennes et qui vient de démissionner. Et il n'a pas démissionné en dénonçant le fonctionnement uniquement, mais surtout le fond. Il a lui-même parlé d'une dérive gauchiste et communautariste, et il a révélé notamment qu'on avait une section un groupe d'action, ils appellent ça de la France insoumise, qui avait été brisée, dissoute, pour avoir organisé un débat sur l'entrisme islamiste parmi les syndicats. Et ils sont quelque part là pris au piège de contradictions internes très forte, et je vous invite moi à aller lire sur le site de Marianne, je ne recommande pas tous les jours, la tribune de Georgi Kuzmanovic sur son départ de la France insoumise, qui est extrêmement intéressante, qui dit beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui à gauche. Philippe Vardon, je vais laisser la parole aussi aux sociétaires. Constance Croisel, est-ce que vous avez, sur cette notion-là de ressac de la France insoumise, est-ce que c'est temporaire? Je pense qu'il y a un problème de judiciaire. fond. Il y a l'écume qui est effectivement les affaires judiciaires, mais il y a un vice de forme dans la création de la France insoumise. Vous mentionniez, Philippe Bardon, les contradictions, mais elles sont aussi intrinsèques au projet lui-même. C'est qu'il y en a qui se sont dit, on va réinventer la politique, on a une sorte de grand projet utopique qui transcende les partis, enfin toujours le même classique. Et puis, il y a le fait que la nature a horreur du vide et qu'il y a un créneau à prendre à gauche. Et que la France insoumise, elle est là pour occuper ce créneau de gauche. Et donc du coup, il y a ces tensions entre ce rêve utopique et ce vieux fond de gauche qui n'en finit pas de ressurgir. Et il y en a qui se reconnaissent pas justement dans la prétendue générosité du départ et la cuisine interne de la gauche. C'est assez marrant parce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Finalement. Vraiment, c'est la première fois qu'on me dit ça. Regardez, dans la partielle d'Evry, si ça ne dure pas trop, dans la ça va. partielle d'Evry, la première fois en 2017 où Amrani finit presque vainqueur, elle est à 137 voix du candidat Valls. Là, c'est le parti utopique contre cette gauche ancien monde aussi. Et puis cette fois-ci, Amrani, elle a fait de l'union de la gauche. Julien Drey, du Parti socialiste, etc. C'est pas un concept porteur, a priori. Elle est battue de 2000 voix. Son candidat à Choix qui a fait 59%, 2000 voix d'avance. Et Mélenchon a dit, cette défaite, elle n'est pas due à la France insoumise, elle est due au fait que nous avons fait l'union de la gauche avec le Parti socialiste, avec le reste du Parti communiste. Alors, je ne dirais pas tout à fait que je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais n'hésitez pas, ça peut arriver. Regardez, il est respectable pour Philippe Vardon, il peut être sympathique pour vous. Je ne suis plus à ça près. Sympathique, mais on va jusque-là. Je ne sais pas si la réciproque est vraie, s'il dirait pareil de moi. Il faut l'inviter, Martial. C'est toujours dans ce sens-là. Je vais vous dire, j'ai la réponse. Non,
ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils savent pas où ils en sont. C'est surtout ça. C'est pas tellement l'union de la gauche n'a pas fonctionné. C'est que, c'est l'union de la gauche, pardon, qui est responsable de ça. C'est que ils s'attirent dans toutes les directions, qu'ils restent un parti de gauche et que ils rassemblent, ils conglomèrent des personnes qui n'ont pas. Il y a un épuisement idéologique, voilà, on a l'impression. Ils sont asséchés idéologiquement. Idéologiquement, ils sont pris au piège de la cohérence. Ouais. Je veux dire, ils sont la libre circulation, le dogme de la libre circulation, il faut le critiquer d'un bloc. Et on ne peut pas à la fois être contre la libre circulation des biens, des marchandises, des capitaux, mais pour l'ouverture totale des frontières sur l'immigration. Totale. Et ils sont pris au piège comme ça d'une incohérence fondamentale. Et on voit que c'est ce qui est aujourd'hui en train de créer ils essaient de les trouble soutenir en chez même temps eux. et ils n'y arrivent pas. Oui, mais enfin, ils ont, encore une fois, je pense que ça va ensemble, quoi. Si on critique la libre circulation, c'est d'ensemble la libre circulation des biens, des marchandises, des capitaux et des personnes. Et eux, il manque à minima un pan dans tout ça. Philippe Randa, merci de nous avoir rejoints. J'ai regardé le site Euroliberté cette semaine. J'ai vu un très bel entretien avec Natacha Polony. Décidément, tout nous ramène à Marianne ce soir. Est-ce que vous avez sur Mélenchon aussi un point de vue? On parlait des ennuis électoraux avec la partielle d'Evry, des ennuis judiciaires. Il y a même des ennuis médiatiques avec l'explosion en vol du média, la création d'un canal FI concurrent. Enfin, on semble que là, pour l'instant, plus rien ne fonctionne, quoi. Alors, moi, je serais un peu plus prudent que vous sur le ressac, parce qu'on a tellement dit ça d'un parti qui aujourd'hui s'appelle Rassemblement National, mais qui s'appelait avant Front National. Le ressac du Front National, c'était pendant 40 ans d'expansion continue. À chaque fois, tous les mois, il y avait « Ah, ça y est, c'est fini, le Front National ». Il y a eu des ressacs. Alors, il faut faire attention. Il y a eu des ressacs. Il y a eu quand même une relative progression permanente pendant 40 ans. Donc voilà, il faut toujours être plutôt en avant. Donc pour l'instant, il y a une situation qui est claire. Il n'y a plus aucune opposition politique, je suis désolé, en France face à Macron. Il n'y a plus de gouvernement non plus, ils n'ont plus de majorité. Il y a un mouvement de contestation quasiment insurrectionnel, ces Gilets jaunes, pour l'instant, qui ne sont pas rattachés à aucun parti. Donc on parle de la France insoumise. La France insoumise, effectivement, ils ne sont pas au mieux de leur forme. Les autres partis, plus ou moins, c'est un peu la même chose. Mais ils ne représentent pas vraiment l'opposition à Macron. Qu'est-ce qui Alors, nous concernant? Non, nous concernant, mais attendez. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Non, mais ça m'interpelle sincèrement, parce qu'entre la France insoumise aujourd'hui et le Rassemblement National, il y a à peu près 10%. Oui, non, mais le problème... Donc nous mettre dans la même... Il y avait déjà 10% il y a 2 ans. Le Rassemblement National, puisqu'il s'appelle comme ça maintenant, est effectivement un parti qui, à défaut d'être en ordre de bataille, est peut-être celui qui va le moins mal. Je suis d'accord. Mais enfin, pour l'instant, il ne représente pas encore dans l'opinion la seule et unique opposition dangereuse pour Emmanuel Macron. J'espère que ça va le devenir. Pour Emmanuel Macron, son opposition, c'est Marine Le Pen. Mais là, on est en train de parler de la France insoumise. Donc on pourrait revenir sur la France insoumise et sur les problèmes qui les concernent. Je dis juste, votre titre du ressac était peut-être un peu exagéré. Attention, il y a un point d'interrogation. Le problème de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, c'est tout simplement qu'ils ont effectivement un grave problème que vous avez abordé, c'est qu'ils vont mal sur la question de l'immigration. Ils ne veulent pas prendre parti, on sent bien qu'il y a une division. Mais pas que l'immigration. Il y a aussi un autre problème qui est cette France populaire, cette France des Gilets jaunes, avec laquelle ils ne sont absolument pas en phase. Mélenchon, je l'ai entendu pendant ce week-end dire « Si, ça y est, c'est le peuple qui se lève ». Non, il n'est pas du tout en phase avec cette France-là. La France insoumise, l'électorat de la France insoumise, c'est pas du tout la France des prolos, c'est la France des bobos. C'est ceux qui votent pour Mélenchon. Moi, je connais beaucoup de jeunes, j'ai même des gens très proches qui ont voté Mélenchon au premier tour. Heureusement, ils sont rattrapés au second tour. Mais au premier tour... On ne demandera pas leur nom. On ne donnera pas leur nom, effectivement. Mais au premier tour, ils ont voté Mélenchon parce que c'est le seul candidat qui apparaissait pour défendre l'écologie. Ah oui, ils sont en trottinette d'ailleurs. Moi, j'en connais plein des électeurs de donc, cette clientèle de jeunes et cette clientèle des villes ont voté massivement pour la France insoumise, pas que pour Macron, pour la France insoumise aussi. Tous ces gens qui, de gauche, écœurés par le Parti socialiste, ont voté France insoumise plus facilement. Mais il n'a pas récupéré l'ensemble de l'électorat, ce qu'il en reste en tout cas communiste. Les communistes essayent effectivement. Pourquoi ils survivent encore? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de Mélenchon, parce que c'est pas le même électorat. Ils ont un problème avec l'immigration, ils ont un problème avec le peuple. C'est pas le même peuple, la France insoumise, que ceux qui sont dans la rue actuellement. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une personnalité écrasante à la France insoumise, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, exactement la même personnalité qui était écrasante de Jean-Marie Le Pen avant,
ou de Georges Marchais précédemment. Hormis Jean-Luc Mélenchon, on parle de Ruffin, on peut le trouver sympathique, nous, pourquoi pas. Le problème est, médiatiquement, il n'existe pas par rapport à Mélenchon. C'est le seul candidat plausible qui est capable de tenir les rênes d'un parti, mais d'un parti qui est englué dans un scandale. Celui des attachés parlementaires, mais comme tous les partis d'opposition ont été entachés, Rassemblement national et dans l'œil du cyclone aussi. Bayrou et le Modem est dans l'œil pour les mêmes Vous remarquerez que bizarrement, c'est quand même, il a moins de perquisitions, oui, Bayrou. Je sais pas, je Bayrou, vois évidemment aucune proximité avec le Rassemblement président. national et la France insoumise, d'accord. Mais il y a aussi ce phénomène terrible du média et du scandale financier qu'il y a autour du média. Alors, on est mal placé peut-être à TV Liberté parce que c'est peut-être des rivaux directs, mais enfin, il faut quand même le dire. Ça baignait dans le pognon à un point qui, aujourd'hui, ils sont en train de s'arracher, de se déchirer à cause de l'argent qui a coulé à flot aux médias. Là, on n'a pas de risque à TV Liberté, on est tranquille. Oui, vous êtes là. La concurrence est emportée par les flots. Là, je vous rassure. Ça fait une grande différence, parce que par rapport, donc nous n'avons pas un électorat, mais par rapport à nos auditeurs et tout, on n'a pas les mêmes scandales que les auditeurs du média qui brusquement découvrent que Madame Chéricou se faisait travailler bénévolement pour la chaîne, mais présenter des factures de 60 000 € par mois pour sa société, dont elle est la seule actionnaire. Effectivement, le média, donc, pas mal. Le problème de la France insoumise, c'est juste ce problème-là. Ils ne sont plus en phase avec... Ils ont fait un hold-up sur tout leur programme politique. Ils ont voulu rassembler, grâce au talent de Jean-Luc Mélenchon, il a un énorme talent, bien sûr, mais il n'y a pas un ciment, un fil rouge. Au contraire, plus on va au fond des choses avec la France insoumise, plus on s'aperçoit qu'ils sont névrosés, en fait, parce qu'il faut être névrosé. Je veux dire un truc. Je veux dire une chose, mais une petite parenthèse. Vous savez, quand le média est né, il y a un an, on est venu me dire en me disant, tu as vu le média là par rapport à TV Liberté, là vous allez prendre un coup sévère, etc. et tout. Ils ont tout bouffé, ils ont tout raté, ils ont tout planté. Ils sont en procès permanent. Ils sont en procès permanent, ils s'engueulent entre eux, ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent plus se blairer. Nous, on a une équipe soudée et on va fêter nos 5 ans le 1er février en France. Pierre Portillet. Mélenchon, Ressac, point d'interrogation. Oui, moi j'arrive après tout le monde, donc évidemment... Ah bah oui, si, enfin... Les avocats plaident à la fin, normalement, non? Pardon? Les avocats, c'est à la fin. Ça dépend si on est... Enfin, de quel côté on est, bien sûr. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, et la France insoumise plus généralement, est sans doute le mouvement politique qui a le plus grand potentiel aujourd'hui. Pour deux raisons. Une raison électorale et une raison sociologique, la plus importante étant la deuxième. La première, la raison électorale, la raison politique, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus de gauche. La gauche a été éclatée. Le Parti socialiste est quand même passé, je veux dire, de la présidentielle avec François Hollande, de mémoire, il avait fait 28%, François Hollande, je crois. Il est passé à 6%, le Parti socialiste. Donc le choc est énorme. Tout cet électorat-là, il est un peu perdu. Donc là, aujourd'hui, on se fiche sur les européennes, on fait deux erreurs. Un, il y a plein de gens qui sont dans l'abstention. Deux, historiquement, les élections européennes, enfin, si on compare par rapport à la précédente élection, c'est une très mauvaise élection pour le Front de gauche. Ils ont fait 11% à la présidentielle en 2012, en 2014, ils font à peine 6%. Donc le résultat aux européennes n'est pas très important. À la limite, ce qui va compter, c'est de savoir si Mélenchon va avoir les écologistes avec lui, parce que c'est l'élection pour les écologistes. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Je pense que politiquement, il a un potentiel énorme parce qu'il va être la vraie force de gauche. Aujourd'hui, on est dans ce que, j'en parlais déjà à d'autres émissions, on est arrivé à la tripartisation. C'est-à-dire on a un pôle centre-gauche, centre-droit, libéral-libertaire en progression avec Macron. À droite, on a quelque chose qui est en train de se constituer, mais qui n'est pas encore constitué parce que la droite, et pas les droites, c'est ridicule, est divisée. Et puis, à gauche, Mélenchon est tout seul, parce que le Parti socialiste, c'est pas grand-chose, il y a des petites miettes. Et il a juste à ramasser les petites miettes. Ça va prendre un peu de temps, mais il faut qu'il ramasse les petites miettes. Alors, il y a des histoires de tambouille, mais ça reste des petites miettes à ramasser. Et la deuxième raison, et j'en termine par là, c'est la raison de fond, c'est la raison sociologique que vous avez un peu abordée ici, qui est la question de la fracture au sein de la France insoumise. Et qui est une question, vraiment, je dis sociologique, parce qu'il y a la question de l'immigration et de l'identité.
je suis tout à fait d'accord. Hein. Et d'ailleurs, l'éviction de Kuzmanovic est évidemment une éviction politique. Absolument. Mais il y a une raison, ça cache aussi une raison sociologique derrière, parce que moi je pense que les élections politiques se comprennent aussi avant tout par de la sociologie, et je vais vite. En gros, il y a 2 groupes, on peut résumer ainsi, qui votent pour Mélenchon, ou 3. Enfin, si vous voulez, il y a énormément les fonctionnaires, les profs, anciens communistes, etc. Bon, et puis vous avez effectivement un petit peu les bobos, c'est vrai, bobos de gauche. Bon. Les Miller, par exemple, justement. Miller, il est tout à fait à l'image d'une partie de l'électorat de Mélenchon. C'est celui qui gère le média. Hein. C'est France. Il ne faut pas lui parler d'économie. Hein. Par contre, le programme économique de Mélenchon, ça c'est... Mais alors, par contre, pour le reste, c'est très bien, c'est formidable. Bon, c'est la bonne conscience de gauche. Et ça, on le voit, c'est incarné par Corbière et par Mélenchon. Et puis, il y a une deuxième frange, qui est la frange indigéniste, et qui, pour l'instant, c'est vrai, elle n'est pas majoritaire, elle est minoritaire, elle fait beaucoup de bruit, mais c'est une minorité qui gagne du terrain. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un boulevard qui va s'ouvrir pour Mélenchon, en fait, pour la France insoumise? C'est parce que la démographie joue pour eux. Nous avons à peu près 370 000, 380 000 arrivées sur le territoire français chaque année. Illégal. Légal, pardon. 380 000 entrées légales auxquelles il faut rajouter les entrées clandestines. Ça fait, exactement. Pour situer, c'est la population de la ville de Nice qui arrive chaque année de manière légale. Exactement. Rajouter le reste. Et en l'occurrence, c'est cette nouvelle France, ces nouveaux Français-là, qui votent le plus en suite Mélenchon. Or, si le contexte que nous connaissons aujourd'hui perdure, eh bien, et de toute façon, il y a la natalité qui joue aussi aujourd'hui. Hein. Si on lit le livre d'Oberton, il y a des tendances lourdes. On a compris, il y a des tendances lourdes au moment où on parle actuellement. Le livre d'Oberton dit tout là-dessus. Donc en conclusion, je pense que cette deuxième partie de la France insoumise, sociologiquement, va gagner. Donc politiquement, va gagner à l'intérieur de la France insoumise. Et, j'en termine par là, si vous cumulez le premier facteur politique électoral que j'ai dit au facteur sociologique, ça peut donner un très très gros parti pour 2022, mais même pour 2027. Philippe Vardon, on va conclure. L'éviction de Kuzmanovic, elle est exactement là-dessus, mais vous dites elle va gagner. Moi, je pense qu'ils ont gagné à travers l'éviction de Kuzmanovic, encore une fois, qui représentait l'expression souverainiste. Moi, je parle du pouvoir. Non, je parle pas que... Alors, je parle à l'intérieur. À l'intérieur, mais moi, je vais au-delà. Non, je vais au-delà. C'est-à-dire que ça peut constituer une grosse force aussi grâce à la démographie. Il faut qu'ils aillent très très aussi loin, grâce à la démographie. Ils sont Philippe Bono était avec les comités Adama, etc. Ils sont sur cette voie-là. Est-ce qu'à l'aune de ce dialogue que nous avons eu, est-ce que le Rassemblement national peut s'adresser aux électeurs de la France insoumise, comme Marine Le Pen l'a fait entre les 2 tours de l'élection présidentielle? Est-ce que vous avez la possibilité de capter cet électorat, ou c'est un électorat qui ne peut pas se réavoir? Je note, si je crois, Philippe, que ça a marché. Ça a marché au moins sur quelques-uns qui se sont rattrapés au 2e tour. Je crois qu'on a vocation à s'adresser à tout le monde. Mais il faut arrêter avec ça aussi. Je crois qu'on a vocation. Arrêter avec quoi, pardon? Non, s'arrêter avec le fait de ne faire de l'œil qu'à la gauche extrême et pas à la droite. On peut pas. Oui, non, mais ça n'a pas payé aux dernières élections. Non, désolé. Oui, enfin d'accord, mais on a. Il y a eu une réécriture. Il y a eu une réécriture de la campagne présidentielle à l'aune de schémas idéologiques. Excusez-moi, qui tente de dire vous n'avez fait que ci, vous n'avez fait que ça. Philippe Vardon, pardon. Là, ce que je cite, ce sont les phrases qui ont été celles d'une vidéo postée par Marine Le Pen. Je ne suis pas en train de l'inventer. Si ça a convaincu 2 amis de Philippe Randa, c'est déjà très bien. Je suis le premier à regretter que ça n'ait pas suffi. Vous pensiez tellement avoir le vote filloniste, finalement, que vous ne l'avez pas du tout dragué. Non, mais on l'a sans doute. Et vous espériez avoir le vote mélenchoniste que vous n'avez pas eu. Si pour avoir un petit peu... Enfin, moi, j'étais dans l'équipe de campagne de l'élection présidentielle. Je peux vous dire qu'avant, sur la campagne de premier tour et dans l'entre-deux tours, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir parlé d'identité, de ne pas avoir parlé de sécurité, de ne pas avoir un discours clair sur la prospérité. Donc je pense qu'on s'est adressé à tout le monde. Non, mais ce n'est pas un procès. Moi, je ne fais pas le procès de qui que ce soit. Et je vous pose la question, est-ce qu'à l'aune de l'information qu'on vous donne les uns et les autres, et que vous avez reçue, est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a une stratégie qui est de s'adresser aux électeurs de la France insoumise en pensant que vous pouvez les rallier? C'est tout ce que je demande. Il y a évidemment, et je l'espère, chez les électeurs de la France insoumise, mais aussi chez ceux qui sont aujourd'hui des électeurs de Macron, parce que sinon on s'arrête à nos 34% de l'élection présidentielle et on tire le rideau. Il y a évidemment aujourd'hui chez les électeurs de la France insoumise et des autres formations politiques des gens à qui on est susceptible de parler, qui sont surtout susceptibles de nous entendre.
Non, mais il n'y a pas. Mais si vous en parliez tout à l'heure, vous me disiez Macron, c'est des bobos en trottinette. Vous me dites il faut que les électeurs de Macron rejoignent. Donc vous aimez la trottinette. Macron, je suis pas fait, moi, je suis pas sur le format trottinette. C'est comme ça. C'est pas possible. Il y a évidemment chez les électeurs de Macron aussi des gens qui ont été séduits de bonne foi par une forme d'énergie, de positivité, de sympathie, les ballons, la promesse des deux Twingo, etc. Ça a aussi marché sur une partie des électeurs. Je pense qu'ils peuvent évidemment en être revenus aujourd'hui. Et je crois que nous, notre vocation, tout en étant sur notre projet, sur nos positions, parce que tout simplement, nous les pensons être les meilleurs pour notre peuple et pour notre nation. Donc on ne va pas changer en chemin, mais qu'il y a évidemment des gens qui sont susceptibles de changer. Et je crois que l'évolution que j'évoquais, et qui est celle qu'évoquait Pierre Gentillet vers cette espèce d'islamo-gauchisme, de communautarisme, ce truc indigéniste, avec Autain, Obono et quelques autres, plus Obono que Autain. risque de, sans doute de rejeter un certain nombre d'électeurs qui peuvent être sincères en dehors de la France insoumise. Vous avez fini ? Je vous ai donné la parole. J'y suis, c'est bon. Merci beaucoup, Philippe Bardon. Alors, on va regarder les dessins. Philippe Randa, d'Euroliberté, vous n'avez pas eu votre caricature, vous y avez donc droit. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous a rejoint pour traiter... Il y a une sorte de fil rouge. Oui, de traiter de la rouge France insoumise. Je vais me consoler avec le rouge de nos terroirs. Le rouge, la rouge France insoumise a du mal. On a été éclaboussé par la révolution des Gilets jaunes. Voilà. Pas facile pour le chef des Insoumis, mes cadres et mes électeurs me sont insoumis, bien sûr, jeu de mots. Et puis, France insoumise, point d'interrogation, pas au lobby immigrationniste, en tout cas. Voilà, merci beaucoup Philippe Bardon. Merci de vous être prêté au jeu. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Merci à vous tous. Un remerciement, un cadeau, Ignace, dont vous avez vu les dessins. Qui m'a pas raté, je le signale. Voilà, et ben alors, il va pas vous rater parce qu'il va quand même vous offrir son livre publié. Avec tous ces dessins. Des centaines de dessins, y compris bien évidemment ceux qui ont été publiés tout au long de la période traitée par TV Liberté depuis l'élection d'Emmanuel Macron jusqu'à aujourd'hui, la crise de Jupiter. Je vous l'offre en échange du nom de la tête de liste aux européennes. Je crois qu'on m'a coupé. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Caroline. Comme je n'ai rien à jeter au public cette fois-ci, mais que c'est quand même bientôt Noël, j'offre un abonnement gratuit de 3 mois à présent à tous ceux qui le veulent dans le public. Alors, il suffit juste que vous notiez sur ce petit papier. Donc, si vous voulez un abonnement papier, vous mettez... Si vous voulez un abonnement, je suis comme Hanouna, moi j'offre des téléviseurs, des tablettes numériques et puis des abonnements à présent. Si vous voulez un abonnement papier, vous mettez votre adresse postale. Et si vous voulez un abonnement numérique, vous mettez votre adresse mail. Et donc vous aurez un abonnement gratuit de 3 mois. Chers téléspectateurs de TV Liberté, et il y a une télévision gratuite aussi, non ? C'est le Black Friday de présent en fait. De TV Liberté, précisément les Gilets jaunes se défient et se méfient des médias, comme vous avez pu le voir, au cri de BFM menteur, de laquais de Macron, de presse aux ordres, etc. Vous avez la chance, vous, d'avoir une télévision libre, indépendante, dont les journalistes n'ont pas la marque du collier. Eh bien, aidez cette télévision, faites un don immédiatement, comme vous l'a dit Martial, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, faites-le tout de suite. Et de toute façon, nous nous retrouvons dans 15 jours pour la dernière émission de l'année. Merci.